Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée des webinaires Bleu en Corème qui aura comme thématique la fertilisation. Donc, mon nom est Stéphanie Patnaud, je suis conseillère petits fruits et fruits émergents au MAPAC de la Montérégie. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je serai accompagnée de mon collègue Christian Lacroix, qui est conseiller en horticulture fruitière au MAPAC de Chaudière-Appalaches, avec qui j'ai co-organisé ce webinaire. Donc, les webinaires Bleu en Corème sont une initiative du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, donc du MAPAC. Le webinaire d'aujourd'hui aura une durée d'1h45. Nous aurons deux conférences. Puis, à la fin de chacune de ces conférences-là, on va avoir une période d'environ 10 minutes pour poser vos questions. Nous vous informons que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et les périodes de questions également. Donc, en participant au webinaire, vous acceptez que vos réactions soient enregistrées. Donc, sans plus tarder, on va commencer le webinaire. Donc, je vous présente maintenant notre premier conférencier que la plupart connaissent bien, Christian Lacroix. Donc, sa conférence portera sur l'ABC de la fertilisation du bleu en Corème. Donc, Christian, tu peux commencer à partager ton écran. Donc, Christian Lacroix est conseiller régional en production fruitière au MAPAC de la direction territoriale de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord. Il travaille avec les producteurs de bleuets en Corème depuis le début de sa carrière d'une vingtaine d'années, passées dans les clubs conseils et au MAPAC. Il est également avertisseur pour le réseau RAP Bleuets en Corème. Donc, sans plus tarder, Christian, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ça, le thème, c'est la fertilisation. Puis je vais parler de l'ABC de la fertilisation. Et ABC, c'est pas pour rien. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Puis là, pour la fertilisation, à l'ABC, je survole la fertilisation et je ne vais pas dans le détail complet. Ça aurait pris une conférence de 3 heures, mais je vais aborder les grands principes. Donc, premièrement, je parle de plein champ, les plants matures en plein champ. Donc, je n'aborde pas le hors-sol et puis la culture en pot. Mais de toute façon, la majorité des producteurs au Québec sont en plein champ. Donc, on va regarder les éléments nutritifs requis par le bleuetier. Je vais aborder là, le système racinaire, le positionnement de l'engrais, les moments d'application, les sources d'engrais, puis les besoins en matière fertilisante, l'échantillonnage des sols, feuilles, et beaucoup plus. Là, donc, je parle de tout ça, pas nécessairement dans l'ordre que c'est présenté à l'écran. Donc, voilà. Au niveau fertilisation, pour la plupart des cultures au Québec, par exemple les fraises, les framboises, le maïs, on a des références faites au Québec suite à des essais faits au Québec. Pour le bleuet, il n'y a pas encore de références qui proviennent du Québec. Donc, tout ce que je vais présenter, ça vient d'essais, puis de recommandations là, qui viennent d'en dehors de la province. Il y a quand même des choses Québec, mais ce n'est pas nécessairement basé sur des essais faits par des chercheurs. Donc, les références que j'utilise sont accessibles à tout le monde, puis c'est beaucoup plus complet, là, si vous voulez lire tout ça, que ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire est dans ces références-là. Vous allez pouvoir en savoir plus. Mais après, l'ouvrage que j'aime le plus, là, que je trouve qui est le plus complet, c'est un livre, il n'est pas gratuit sur Internet, mais on peut l'acheter. Blueberries, c'est récent. Et puis, ça fait le tour d'à peu près tout ce qui touche le bleuet au niveau de la régie, au niveau de l'agronomie. Et je m'y réfère beaucoup, moi, quand je parle de fertilisation. J'ai mis le lien là, d'ailleurs. Si vous mettez la main sur la version PDF de la présentation, les liens sont là, pour si vous voudrez se le commander ou l'acheter, par exemple. Ici, c'est un guide du nord-est de l'Amérique, c'est-à-dire un guide qui vient de l'État de New York, Cornell, entre autres, l'Université de Cornell, qui est derrière ce guide-là, avec des collègues du New Jersey. Donc, High Bush Blueberry Production Guide, lui, est gratuit, disponible en ligne. J'ai mis le lien. Super intéressant aussi. Il y a beaucoup de bleuets au Michigan. Puis, ils ont aussi leur guide pour la fertilisation. Il est gratuit. Vous pouvez aller lire ça. Puis, c'est en anglais, cependant, là, mais vous pouvez aller le télécharger puis le consulter là, si vous voulez en savoir beaucoup plus que tout ce que je vais dire. En Oregon, dans l'ouest d'ici, Oregon, l'État de Washington, ils ont aussi beaucoup de bleuets là-bas. Il y a un petit guide bien synthétisé, il est plus court, il y a à peu près une quinzaine de pages. Je pense que ce guide-là, il est téléchargeable sur Internet. Et puis, il est assez simple et facile à comprendre. Pour moi, je m'y réfère souvent aussi. Puis, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller consulter. Nos voisins ontariens, ils ont aussi des références pour les fruits. C'est un guide ici qui parle de fraises, framboises, les primulaires, genre l'argousier aussi, mais il y a une petite section bleuet, c'est en français. Fait qu'il y a moyen d'aller télécharger et puis consulter ce guide-là. La dernière version téléchargeable date de 2016-17, si je ne me trompe pas, c'est la publication 360F.
Puis finalement, je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent ce petit guide-là au Québec. C'est notre principal ouvrage sur la culture du blanc-corail, qui n'est pas gratuit. Il faut se le procurer sur le site du CRAAC. Ça s'appelle la culture du blanc-corail. Puis il y a aussi là, une bonne section sur la fertilisation. Donc, voilà les principaux ouvrages qui m'ont servi à préparer la conférence d'aujourd'hui. Puis, même après 20 ans, là, je m'y réfère régulièrement. Tout ce qui concerne la régie, puis surtout la fertilisation. Donc, voilà. OK, c'est beau. Bon, bleuetier, une plante spéciale. Donc, spéciale dans le sens que, premièrement, c'est une plante qui est indigène d'Amérique du Nord. Donc, c'est pas le bleuetier, ce n'est pas une plante qui a été importée d'Asie ou d'Europe. C'est une plante qui poussait chez nous, en Amérique du Nord, à l'arrivée des premiers Européens. C'était déjà ici. C'est d'ailleurs un des premiers petits fruits là, qui a été cultivé ici. C'est spécial aussi dans le sens que c'est une plante de la famille des éricacées. C'est une plante qui pousse dans des milieux acides. Parmi les principales plantes de cette famille-là qui sont connues puis qu'on cultive, il y a le blanc-corail, il y a le bleuet sauvage, le bleuet noir, qu'on trouve beaucoup dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Canneberge, il y a aussi les raies rouges moins connues, mais qui est quand même possible de cultiver. Donc, c'est toutes des plantes qui sont à peu près similaires au niveau de leur milieu, de ce qu'elles poussent, puis au niveau de leurs exigences, au niveau des éléments nutritifs, du pH entre autres. Donc, c'est des plantes acidophiles qui sont très bien adaptées au milieu acide lorsque le pH est bas, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres plantes cultivées, genre les pommes, les fraises, les framboises, qui ne pousseraient pas du tout dans le milieu où on trouve les bleuets. Une plante calcifuge, c'est-à-dire une plante qui va développer des chloroses puis des problèmes foliaires en présence de calcaire. Donc, le calcaire, on trouve surtout quand le pH est élevé, mais si le pH est élevé, la plante va développer des chloroses, des feuilles, du feuillage qui devient pâle. Donc, l'autre caractéristique des plantes éricacées, c'est que dans son milieu naturel, ces plantes-là vivent en association avec des champignons de racines qu'on appelle les mycorhizes éricoïdes. Ces mycorhizes-là, probablement, ça explique pourquoi, malgré que les milieux tourbeux acides sont des milieux pauvres en éléments nutritifs, le fait que le système racinaire est colonisé par des champignons symbiotiques de mycorhizes, ça aide la plante à se nourrir, même si le milieu est pauvre. Donc, ça, c'est caractéristique des plantes acidophiles que je viens de nommer. Donc, c'est une plante qui est plus gourmande en fertilisant, qui est adaptée à un milieu pauvre en éléments fertilisants, ce qui fait en sorte à l'opposé que quand on la fertilise trop, quand il y a trop d'éléments fertilisants dissous dans la solution du sol, ça peut carrément endommager le plant de bleu. Donc, quand on dit que c'est une plante peu gourmande en fertilisant, ça veut aussi dire que si on en met trop, ça peut carrément endommager la plante. Donc, faites attention à ça, je vais en revenir plus tard. Donc, les éléments requis par le bleuetier, c'est quand même les mêmes que toutes les plantes, la plupart des plantes. Ceux qui sont requis en plus grande quantité, le premier, en fait, il y en a deux qui sont requis en plus grande quantité. Il y a l'azote. D'ailleurs, l'azote, c'est le seul élément là, qui demande une fertilisation à chaque année. Les autres, c'est optionnel, ça dépend de l'analyse de sol, de l'analyse foliaire, mais l'azote, c'est le plus important. C'est là où est-ce qu'on a le plus de certitude là, que son apport est lié avec des gains au niveau du rendement, entre autres, si on n'exagère pas. Le potassium. Les éléments requis en quantité moyenne, puis souvent, on n'a pas besoin d'en mettre. Phosphore, calcium, magnésium, soufre. Il y a aussi les éléments mineurs, fer, bore, manganèse, cuivre, zinc et molybdène. Il y a des éléments utiles aussi qui ne sont pas constitutifs de la structure de la plante, mais qui peuvent être utiles pour la croissance. Le sodium, le silice, cobalt, nickel, sélénium et aluminium, mais c'est requis en quantité pratiquement sous forme de traces. Alors voilà. Donc, quand on fertilise le bleuet, normalement, tous ces éléments-là sont en quantité suffisante. En tout cas, dans le milieu naturel, le bleuet, comme je disais tantôt, il est indigène de l'Amérique du Nord. Dans son milieu naturel, on ne voit pas nécessairement de carence. Mais dans le milieu naturel, le bleuet, on n'exige pas autant de lui qu'une culture commerciale. On n'exige pas un rendement aussi élevé. Donc, c'est ce qui explique que pour supporter un rendement élevé commercial, bien souvent, il faut fertiliser pour supporter le rendement qu'on attend de la plante contre le monde naturel. Voilà. Donc, avant même de parler de fertilisation, je vais aborder la gestion de l'acidité du sol. Parce qu'avant de fertiliser, il faut s'assurer que le sol est à un bon niveau d'acidité, c'est-à-dire de pH.
Et puis, je vais juste rappeler que le bleuetier aime le milieu acide, c'est-à-dire des pH bas. 7, c'est un pH neutre. En bas de 7, on est en milieu acide. En haut de 7, on est en milieu basique ou calcaire ou basique. Donc, le pH cible ou le pH optimal pour le bleuetier, c'est 4,8, mais la plante pousse très bien avec des pH entre 4,2 et 5,5, avec un optimal d'environ 4 points au niveau du pH, qui est vraiment acide, puis très différent de la plupart des autres plantes, là, que le pH visé est plus 6, 6,5, 7 pour les autres fruits et légumes. En général, quand on implante une bleuetière, le pH est rarement aussi acide que ça, parce que des pH acides comme ça, on retrouve ça dans les milieux tourbeux, puis c'est rare que vos terres ou vos champs sont des milieux tourbeux, riches en matière organique. Donc, il faut abaisser le pH du sol à la préparation de la bleuetière. Et puis, si votre bleuetière est déjà établie et que le pH n'est pas à son niveau optimal, ben, il faut l'abaisser en utilisant du soufre, là, le soufre qui va faire baisser le pH avec son utilisation. Donc, c'est ça. Pour faire baisser le pH, on utilise du soufre. Quand on lit un peu sur Internet et qu'on fouille, on voit des fois qu'il y a c'est surtout des sites, je dirais, des centres jardins qui vont vouloir vendre du sulfate d'aluminium. En agriculture, on ne l'utilise pas. Le sulfate d'aluminium, il est plus cher, il est moins efficace que le soufre. Puis si on en met trop, ben, ça peut carrément devenir toxique pour le plant de bleuet. Donc, pour faire baisser le pH, c'est le soufre, avec le sulfate d'aluminium. La quantité de soufre à utiliser, aujourd'hui, c'est une conférence, je dirais, qui est destinée aux producteurs. Ce n'est pas une conférence qui est nécessairement pour oui, pour les agronomes aussi, mais il y a beaucoup de chimie et de calculs mathématiques quand on fait des recommandations. Je ne rentrerai pas dans le détail des réactions chimiques et puis des calculs mathématiques pour faire les calculs aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que le calcul d'une quantité de soufre, ça va dépendre du niveau de pH, c'est-à-dire si on va baisser le pH beaucoup, donc ça va influencer la quantité de soufre. Le pourcentage de matière organique dans votre sol aussi va influencer la quantité de soufre à mettre. Plus que de matière organique, ben, plus qu'il faut mettre de soufre pour abaisser le pH. Il y a aussi la texture du sol. Un sol sablonneux puis un sol plus lourd, argileux, ne nécessitera pas la même quantité de soufre pour faire baisser le pH. Donc, il y a des calculs derrière ça. J'ai mis une petite grille référence ici, que vous voyez ici, là. C'est une référence pour ceux qui voudraient faire les calculs. Voilà. Idéalement, ce que je peux dire cependant, faites attention. Le soufre, on s'en sert pour faire baisser le pH, mais quand on en met trop, on peut faire plus de dommages que de bien à la plante quand on en met trop. Donc, en surface, sur une bleuetière qui est établie, les plants sont déjà plantés, puis on met le soufre en surface. Idéalement, il ne faut pas dépasser 50 grammes par plant, ou 115 kHz. On peut trouver des sources qui vont aller plus que ça, mais je vous dirais par prudence, si vous n'avez pas le support d'un agronome pour faire vos calculs, ne dépassez pas 50 grammes par plant, même si dans certains cas, on peut en mettre plus. Bon. En général, c'est ça, le pH du sol, on veut le faire baisser pour rapprocher le plus possible votre sol du milieu des conditions naturelles du plant de bleuet, mais il arrive dans certains cas qu'on veut aussi faire monter le pH. C'est beaucoup plus rare. Ça arrive surtout chez les gens qui vont fertiliser là, avec des engrais acidifiants, puis qui gardent la même pratique année après année, sans aller avec des analyses de sol, analyses foliaires. Ça fait, par exemple, 15-20 ans que vous mettez toujours le même engrais acidifiant, ça se peut très bien qu'après un certain nombre d'années, que le pH il tombe à des niveaux beaucoup acides, c'est-à-dire en bas de 4,2. J'ai même parfois vu des pH là, dans les 3, ce qui est très acide. On se rapproche quasiment du jus de citron, c'est acide. Dans des cas comme ça, c'est possible de mettre de la chaux. La chaux, encore une fois, ça demande des calculs. Je ne rentre pas dans le détail de tous ces calculs-là, mais je vais juste vous dire que c'est possible de le faire dans certains cas. On vise environ, là, on vise la prudence, on ne veut pas faire monter ça. C'est rare, autant que pour le soufre que pour la chaux, qu'on essaie de ramener le pH à son niveau optimal en une seule année. On essaie de faire ça en des applications fractionnées sur plusieurs années pour y aller tranquillement, pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. On a beau faire des calculs pour prédire comment ça en prend, mais des fois, le sol ne réagit pas tout le niveau de pH dans le sol ne réagit pas toujours comme on pense. Donc, on y va avec prudence. Donc, pour la chaux, ne pas dépasser 0,5 tonnes à l'heure ou environ 50 grammes par plant. On va mettre plus que ça encore une fois, mais il faut être accompagné d'un professionnel qui va faire des calculs, qui va peut-être vous aider à faire des erreurs.
Donc, comme je viens de dire, attention aux excès. Privilégier des doses fractionnées sur quelques années. Ici. Voilà. Avant de fertiliser, assurez-vous que le pH de votre sol est à un niveau adéquat. Sinon, jusqu'à un certain point, vous gaspillez tout votre argent à vous entêter à mettre de l'engrais alors que le sol est pas à un bon pH. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence sur la fertilisation, mais vous devez vous douter que la fertilisation est intimement liée avec l'irrigation. Je ne parle pas beaucoup d'irrigation qui aurait pu faire l'objet d'une conférence, d'une autre conférence. Donc, je me concentre sur la fertilisation, mais quand même, ce qu'il y a à retenir là, au niveau des grands principes, c'est qu'à la base, la plante se nourrit d'éléments nutritifs, oui, mais d'éléments nutritifs dissous dans la solution du sol. Donc, ça prend de l'eau dans le sol pour que la plante, les blotiers, puissent absorber ces éléments-là. Dès qu'il y a un stress hydrique, ça veut dire un sol sec, par exemple une sécheresse durant l'été, ou un autre stress hydrique, une salinité élevée, trop d'éléments fertilisants crée un stress hydrique qui fait en sorte que la plante a la difficulté à absorber l'eau du sol. Mais sol sec, stress hydrique, ce qui veut dire moins d'eau qui rentre dans la plante, donc manque d'éléments fertilisants. Donc, entre autres, en personne, si durant les canicules d'été, si le sol devient trop sec, il y a beau avoir beaucoup d'éléments fertilisants dans le sol, la plante ne l'absorbera pas s'il manque d'eau dans le sol. Donc, assurez-vous que votre système d'irrigation est fonctionnel. Si vous n'avez pas, ce n'est pas une question de vie ou de bord pour le bleuetier, mais c'est sûr qu'en période de sécheresse, c'est possible une irrigation, la plante va ralentir au niveau de sa croissance. Puis surtout, si vous fertiguez, si vous appliquez votre engrais via le système d'irrigation, bien, assurez-vous que le système d'irrigation est efficace, qu'il n'y a pas de goutte à boucher. Il y a des professionnels pour vous aider, puis il y a des diagnostics possibles, le domaine de l'aide financière pour des diagnostics d'irrigation. Puis j'ai mis ici une petite citation du jour. J'avais pensé la mettre en conclusion de mon webinaire, mais je la mets au début. C'est tiré du guide Blueberries que j'ai montré tantôt. Ma traduction personnelle va comme suit. La fertilisation est un élément de régie parmi tant d'autres qui vont influencer le succès de la culture. Puis quand je parle d'éléments de régie, ben, il y a la fertilisation, mais je parle aussi de votre régie de taille, votre contrôle des maladies, votre régie d'irrigation. Donc, s'il y a un de ces éléments-là qui est problématique, ben, ils ne peuvent pas être compensés par plus de fertilisation. Par exemple, si votre pH n'est pas à un bon niveau, vous ne pourrez pas compenser un mauvais pH en fertilisant plus. Si vous avez des zones de votre bibliothèque qui sont mal drainées ou des zones où l'eau est stagnante, l'eau s'évacue moins, quand il mouille beaucoup, ça veut dire des zones de mauvais drainage, vos plantes poussent moins bien, vous ne pourrez pas compenser ces lacunes-là par plus de fertilisation. Avant de fertiliser, il faut commencer à régler son pH et ses éléments d'origine. Alors, voilà pour ça. Bon, le bleuetier absorbe les éléments fertilisants principalement par son système racinaire, un petit peu par ses feuilles, mais c'est minime ce qui peut rentrer par le feuillage. Ce n'est pas un organe qui sert à nourrir le plant. Le feuillage, c'est un organe qui sert à capter les gaz atmosphériques pour faire la photosynthèse. Le bleuetier absorbe ses éléments nutritifs en grande majorité par son système racinaire. Encore une fois, le système racinaire du bleuetier est particulier comparé à d'autres plantes. C'est un système racinaire qui est constitué de grosses racines et de racines fines. Si vous déracinez un plant de bleuet, vous allez voir qu'il y a des grosses racines qui servent à ancrer le plant de bleuet, à l'ancrer solidement au sol. Ça sert aussi à stocker des éléments nutritifs. Puis sur ces grosses racines-là, souvent, on va avoir des plus petites racines, des petits cheveux. Il n'y a pas tant que ça de racines intermédiaires. C'est beaucoup des grosses racines puis des petites racines chevelues qui viennent comme un peu en touffe après les plus grosses racines. Donc, des racines très fines de 0,04 mm à 1 mm, c'est surtout celles-là qui servent à absorber l'eau et les nutriments. Les très petites racines, des racines très fines, qui sont sensibles là, aux sécheresses et aux excès d'engrais, entre autres. Ça explique entre autres pourquoi surfertiliser un plant de bleuet. Il n'y a pas de poils absorbants non plus sur ces racines-là comparé à la plupart des autres plantes. Donc, le faible capacité d'absorption des éléments nutritifs, parce qu'il n'y a pas moins bonne capacité d'absorption parce qu'il n'y a pas de poils absorbants. L'important, c'est de garder toujours le sol humide pour que le plant puisse boire la solution nutritive du sol. Donc, les racines des bleuetiers sont 5 à 10 fois plus fines que celles des autres. Oups, il y a une petite coquille ici. C'est celles des autres cultures fruitières, en poignée comme un par exemple. Les racines des bleuetiers sont beaucoup plus fines. Il y a des mycorhizes en milieu naturel dans les racines. Il y a toujours des mycorhizes en milieu naturel, mais en milieu commercial, il n'y en a pas toujours. Il y en a, mais pas toujours.
parce que souvent, les bleuetiers, quand vous les achetez, ont été multipliés dans des substrats artificiels qui ne viennent pas nécessairement de l'eau naturelle. Et puis, ça se peut fort bien qu'au niveau, quand vous les achetez, les plants de bleuets n'ont pas nécessairement de mycorhizes, des fois oui, des fois non. Et puis, s'il n'y en a pas à l'achat, ben, il n'y en aura pas plus chez vous, puisque les mycorhizes ne sont pas nécessairement présents dans les terres à des pH de 6, 6,5 normalement cultivés. Aussi, à savoir, je vais y revenir plus tard, l'importance du pays dans les bleuets. Une des raisons pour que le pays est important dans le bleuet, c'est que ça tend à concentrer les racines plus près en surface, là, plus près de la zone où est-ce que vous appliquez vos engrais, une fois que la bleuetière est établie. Puis l'irrigation accorde la profondeur des racines, ça s'est démontré. C'est une bleuetière qui est irriguée va avoir un système racinaire qui va être plus profond dans le sol qu'un bleuet qui n'est pas irrigué. Ici, un petit tableau qui est tiré du guide de Blueberries. C'est un tableau qui montre ici, là. Distribution des racines à différentes profondeurs du sol. Donc, où sont les racines d'un plant de bleuet? Vous avez ici la distance du collet. Est-ce que les racines, le gros des racines sont près ou loin du collet? Et vous avez ici la profondeur des racines. Est-ce qu'un plant de bleuet, ça a des racines qui vont jusqu'à 4 pieds dans le sol ou c'est plutôt des racines qui sont en surface? Donc, distance du collet ici, à 30 cm du collet. Dans le premier 30 cm depuis le collet, 50 des racines vont se trouver là. Entre 30 et 61 cm du collet, 34 des racines se trouvent là. Donc, dans la section du collet, donc quand on regarde le diamètre du collet, il y a environ 85 des racines qui se trouvent dans le premier 60 cm du collet. Donc, la très grande majorité des racines ne dépassent pas 60 cm. Après, ça devient de plus en plus mineur. Pour ce qui est de la profondeur ici, le premier 20 cm de profondeur du sol, 50 des racines sont là. Dans la zone de profondeur 23-36 cm, on ajoute un 30 Donc, 50 plus 30, ça fait 80 des racines de bleuetier, quand on regarde pour la profondeur, vont se trouver dans le premier 30-36 cm de profondeur. On continue d'en avoir beaucoup de bois. Voilà. En résumé, finalement, là, environ 80 de la biomasse des racines sont dans la couche de sol, 0,36 cm d'épaisseur, puis environ 60 cm du collet. Donc, c'est quand même assez concentré, finalement. Vous pouvez vous dire que si le bleuetier, la partie aérienne, le feuillage fait à peu près 60-75 cm de diamètre, ben, les racines n'iront pas beaucoup plus loin que le diamètre du feuillage. Puis dans vos allées engazonnées, si vous avez des allées engazonnées, ce qui est le cas de plupart des bleuetières, ben, les racines ne sont vraiment pas là. Les racines sont vraiment concentrées là, sur à peu près le 1 mètre de largeur, là, où est-ce que vous mettez votre pays. C'est là que la plus grosse des racines se trouve. Donc, ce qui vient nous donner des bons indices pour le positionnement de l'engrais. Où est-ce qu'on met de l'engrais? Bien évidemment, on évite de concentrer pas mal l'engrais autour du pourtour du collet. Donc, première chose, quand vous mettez votre engrais, évitez les tas d'engrais autour du collet. Surtout pour ceux qui mettent l'engrais avec des petits copes ou des tasses, là, il faut s'assurer de ne pas aller tirer le contenu de vos copes ou de vos tasses là, dans le collet du bleuetier pour ne pas le brûler. Voilà. Donc, comme je viens de dire, les racines sont environ dans un diamètre d'environ 60 cm autour du collet, ce qui correspond à peu près à une largeur de 1 mètre, 1,2 m, ce qui est pas mal la largeur de votre bande qui contient le pays. Donc, votre engrais devrait être positionné sur votre bande contient le pays, et évitez d'aller le mettre sur votre allée engazonnée. Les racines ne sont pas là, puis vous allez faire pousser le gazon, puis c'est carrément de la paix. On applique l'engrais uniformément sur toute la longueur du rang. Donc, pour faire de tas d'engrais, vous pouvez facilement appliquer l'engrais sur le sol, sur le pays. Il n'y a pas besoin à l'appliquer là. Mais attention au feuillage, puisqu'on va le voir plus tard, là, mais l'engrais, on en met à plusieurs moments durant la saison. Faites attention si vous mettez ça là, alors que le feuillage est sorti, puis le matin, c'est de l'arroser. Si vos granules d'engrais restent coincés
à l'aisselle d'une feuille et d'une tige, ben, la granule d'engrais va carrément faire brûler les pousses, comme on voit ici, c'est des cas réels, ce n'est pas des cas de. C'est mes photos. C'est pas si rare de voir ça, là, les granules d'engrais qui restent coincés sur les nouvelles petites feuilles qui sont au printemps, puis les fait brûler. Ce n'est pas de la pourriture sclérotique, ce n'est pas une maladie, c'est pas un virus. Ce producteur-là a fait brûler ses feuilles avec son engrais. Faites attention, où est-ce que à ça. Donc, l'engrais va au sol et non, c'est ça. Voilà. Donc, en gros, là, on est au printemps, évidemment, c'est là qu'on met l'engrais. À ce moment-là qu'on met l'engrais, ben, si vous le mettez avec un cup, comme on voit sur la photo ici, ben, avec le cup, ben, on essaie de le mettre le plus uniforme possible, là, en anneau autour du plan de bleuet, en évitant le tas d'engrais au niveau le tas d'engrais sur le collet. Ça, il faut absolument éviter ça. Et puis, il y a toujours moyen aussi, pour ceux qui ont les plus grandes bleuetières, en fait, tout le monde pourra faire ça via l'autre facteur avec les épandeurs à tourniquet, comme on voit ici, là. On voit ici que la granule, on voit ici la granule, c'est jaune, c'est probablement de l'urée enrobé qui est appliqué ici. Ce n'est pas du tout pour l'urée enrobé, mais je sais où c'est cette photo-là, puis c'est de l'urée enrobé qui est appliqué dans ce cas-ci, une forme d'azote. Donc, qui est appliqué en bande sur le rang. Oui, il y a un petit peu de granule qui peut aller au collet quand c'est appliqué comme ça, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas un tas d'engrais qui est appliqué sur le collet. Mais au moins, de cette façon-là, l'engrais est appliqué sur le rang de façon uniforme. C'est la façon la plus, je dirais, simple là, de mettre l'engrais pour ceux qui peuvent s'équiper de ce système-là. Bon, maintenant, les matières fertilisantes. On a pas seulement l'engrais, mais qu'est-ce qu'on met? Bon, j'ai séparé ici ma diapositive en engrais minéraux et engrais organiques. Il y a un paquet d'engrais qu'on peut mettre dans le bleuet. Il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais il y a plusieurs possibilités d'engrais qu'on peut mettre dans le bleuet. Les engrais minéraux, ici, et les engrais organiques qu'on peut mettre aussi. Donc, dans ce que vous voyez à l'écran, il y a des engrais minéraux, des engrais organiques, il y a des engrais qui sont acceptés en régie biologique, d'autres non. Les engrais minéraux, souvent, c'est des engrais simples. Par exemple, le 2100, puis l'urée ici qu'on voit, qui sont beaucoup plus connus dans le bleuet, c'est des sources d'azote, mais il y a aussi des sources de potassium comme 0050, 0022, sulfonate, sulfate de potassium, qui sont acceptés en régie biologique, entre autres. Il y a des engrais qui contiennent azote et phosphore qui sont possibles dans le bleuet, du 1152 ici. Donc, il y en a un méchant paquet, c'est à y perdre son latin, là. Ça, c'est les engrais simples. Il y a aussi des formulations commerciales plus complètes. Souvent, les fournisseurs d'intrants vont mélanger les engrais simples ensemble, vont faire des mélanges. Puis ces engrais simples mélangés-là vont faire des formulations complètes. Par exemple, le 1266 que vous pouvez retrouver chez certains pépiniéristes. Et puis le 2177 qui est un engrais plus complet qui est utile pour la fertigation. Il y a des formulations de libération contrôlées aussi, entre autres de l'urée. Ici, l'urée normale, c'est du quantité 0,0, mais si l'urée est enrobée, soit par un polymère de sucre ou de plastique, bien, ça devient une l'urée à libération lente que vous pouvez acheter. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs sur la photo précédente, pour se mettre de l'urée à libération lente. Voilà. Les engrais organiques, c'est possible aussi. Je dirais qu'il y a un intérêt surtout pour les produits qui sont en biologique, parce que même si y a des engrais minéraux qui sont en régie biologique, c'est plus difficile pour l'azote, entre autres. Pour l'azote, il faut aller plus vers les engrais qui sont organiques. Il est possible de mettre du compost. Il est possible de mettre des fumiers granulés. D'ailleurs, il se vend peut-être l'engrais granulé le plus connu, c'est l'Actisol, qui est un fumier polygranulé, qui est un engrais organique déjà qui pourrait être épandu dans les bleuetières. Il y a les farines de plume, les farines de sel qui contiennent de l'azote. En général, pas en général, je pense que c'est le cas presque toujours. Les engrais organiques sont moins concentrés que les engrais minéraux. Moins concentré veut dire que pour apporter la même quantité d'un élément, il faut en mettre plus. Fait que souvent, les engrais organiques qui sont à la base souvent plus chers, il faut en mettre de plus grandes quantités, vu qu'ils sont moins concentrés. Comme je l'ai dit, ils sont souvent acceptés en régime biologique. La difficulté, entre autres, pour ceux qui font des recommandations pour ces engrais-là, c'est que c'est comparativement aux engrais minéraux, où est-ce que l'action est relativement rapide, les engrais organiques, c'est des engrais qui demandent à se dégrader dans le sol pour libérer les nutriments pour que le bleuetier puisse l'absorber. Souvent, cette durée-là de dégradation n'est pas toujours évidente à prévoir. On sait que certains sont plus rapides que d'autres au niveau de la minéralisation, mais c'est souvent assez difficile à calculer. Puis c'est important dans le cas du bleuet parce qu'on ne veut pas que les éléments soient libérés trop tard, surtout pour l'azote, pour avoir de croissance tardive, que le bleuetier s'endurcisse à l'hiver. Parce que croissance tardive, à cause qu'on a de l'engrais trop tard, ça peut
faire des croissances tardives, puis peut-être faire en sorte que le bluet s'endurcit moins pour l'hiver, donc je risque de gel, autrement. Fais attention à ça. L'autre, peut-être, petit inconvénient de l'organique, c'est très souvent le pH est élevé. La tissole, entre autres, le pH est de 7,2, c'est un pH qui est élevé. Donc, quand vous utilisez des engrais organiques, assurez-vous de suivre votre pH puis, pour le garder à un niveau acceptable. Vous pouvez utiliser ces engrais-là, l'organique, même si le pH est élevé, mais il faut suivre son pH pour compenser avec du soufre là, au besoin. Le soufre qui est accepté en régime biologique, entre autres, est conventionnel aussi important. C'est juste, ça demande un suivi peut-être supplémentaire ou plus minutieux quand on utilise des engrais organiques. C'est très bien possible d'en utiliser dans le bleuet. Bon, avec tout ça, c'est quoi un engrais à bleuet? Il y en a qui sont déjà connus, mais en gros, là, un engrais à bleuet, qu'est-ce que c'est? C'est une matière fertilisante qui contient une majorité de son azote, si je parle de la portion azote d'un engrais, sous forme ammonium ou urée. Souvent, les engrais azotés ont leur azote est sous forme de nitrate. On essaie de minimiser la portion nitrate des engrais, donc on favorise les engrais qui ont leur azote ammonium urée. C'est une matière fertilisante qui ne contient pas de chlore. En général, les engrais ne contiennent pas de chlore, mais il faut faire attention. Si vous voulez mettre du potassium, l'engrais potassique le moins cher, c'est le chlorure de potassium. Il est moins cher, il y a même du potassium, mais il y a aussi du chlore, c'est à éviter dans le bleuet. C'est une formulation qui est acidifiante ou neutre. Et puis, c'est une formulation qui peut contenir un ou plusieurs éléments nutritifs. Je donne des exemples en bas ici. Je donne des exemples de formulation commerciale plus complète. Le dose 6,6, ici, le dose 6 dans mon tableau. Quand on achète le dose 6,6, on achète un engrais qui a 12 d'azote, 6 de phosphore, 6 de potassium. Les trois chiffres, c'est pour azote, phosphore, potassium. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement là-dedans? C'est pas toujours évident à savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que du 12,6,6, quand vous mettez ça, je vous confirme que c'est un engrais qui est provoqué sur bleuet. C'est un bon engrais à bleuet. L'azote dans le 12,6,6 est sous forme d'ammonium. C'est du sulfate d'ammonium, il y a du 21,00 là-dedans. Un engrais simple qui rentre dans le mélange qui sert à faire le 12,6,6. Mais il y a aussi de l'urée enrobée dans ce mélange-là. L'urée enrobée de polymère. Il y a aussi de l'azote sous forme monoammoniacal avec du phosphore. Donc, le phosphore du 12,6,6 vient probablement du 11,52,0 qui rentre dans la recette par le 12,6,6. Il y a aussi du sulfate de potassium 0,050, du sulfate de potassium magnésien là-dedans. Il y a du calcium sous forme de sulfate de calcium, puis il y a des oligoéléments. Donc, tout ça mélangé ensemble fait le 12,6,6. Mais ça respecte mes critères. Pas ou peu d'azote sous forme de nitrate, pas de chlore. C'est une formulation acidifiante. Donc, ça, c'est un engrais à bleuet. Il y en a plusieurs autres. C'est juste un exemple que je vous donne là. 21,77, utilisant en fertilisation, par exemple. Lui aussi, c'est un engrais que je pourrais dire qui est à bleuet. Il y a un petit peu de nitrate au niveau de l'azote, 2,1 mais la majorité de son azote, comme je mentionnais dans mon premier critère, la majorité de son azote demeure sous forme d'ammonium ici et d'urée. Donc, ça reste un engrais à bleu pareil. Il y a du phosphore, il y a du calcium, magnésium, puis il y a des oligo-éléments dans le 21,7,7. Si je vais dans le fumier de poule granulé, dans ce cas-ci, c'est la formule du Actisol. C'est plus difficile de trouver la recette exacte parce que là, ce n'est pas une recette d'ingrédients de base, c'est du poule granulé finalement. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Je peux vous dire qu'il y a de l'azote, c'est sûr. L'azote dans le fumier de poule, il est principalement sous forme d'ammonium. Donc, on respecte nos premiers critères. Il y a un petit peu de phosphore, il y a un petit peu de potassium. Il y a 7 de calcium dans le fumier de poule ici. Il y a du magnésium. Il n'y a pas de chlore dans ça. Le pH est élevé, mais ce n'est pas si grave parce qu'on peut, avec le suivi du pH, compenser avec du soufre. Il y a quand même 71 de matière organique dans ce fumier-là. La matière organique demande un certain temps à se décomposer pour que les éléments de cette matière organique-là deviennent des éléments nutritifs pour le bleuet, ce qui fait que le fumier granulé va agir un petit peu moins rapidement que le 12,6,6 et le 21,7,7 par exemple. Là, je le constate comme un engrais à bleuet, malgré que le pH est un petit peu élevé. Le reste des critères sont respectés. Bon, si je vois sur l'azote particulièrement, si je prends juste l'azote, je pense que vous, il y en a plusieurs qui connaissez le 21,00 ou le sulfate. Des fois, je me faisais, moi, je mets du sulfate dans ma biotière. Donc, quand j'entends ça, la personne qui me dit ça veut dire qu'elle met du 21,00, le sulfate d'ammonium, en fait. Probablement l'azote, l'élément le plus connu comme source d'azote, 21 d'azote, mais il y a aussi un petit peu de calcium, donc du sulfate d'ammonium, 23 il y a du soufre, 24 Ma dernière colonne ici, c'est l'effet acidifiant. Quand le chiffre est négatif, ça veut dire que c'est acidifiant. Dans ce cas-ci, si vous regardez le tableau, là, le sulfate d'ammonium, c'est la source d'azote la plus acidifiante.
Donc, faites attention si vous utilisez toujours du 21,00 puis vous ne suivez pas votre pH. C'est dans ces moments-là que vous pouvez atteindre des niveaux, là, ça là, demander des pH en bas de 4. Donc, suivez votre pH. Puis, ce n'est pas la seule source d'azote utilisable, le 21,00. Vous avez l'urée qui est possible ici, l'urée et puis l'urée enrobée. L'urée, c'est une source d'azote qui est volatile. Donc, si vous la mettez en surface, ça peut se volatiliser dans l'atmosphère sous forme d'ammoniac. Donc, super important dans le cas de l'urée de la mettre avant de pluie pour être sûr que la pluie va dissoudre l'urée et la faire entrer dans le sol avant que ça se volatilise. Ça devrait être d'ailleurs le cas pour tous les engrais. Idéalement, c'est les appliquer avant de pluie. Même si la plupart des engrais ne sont pas volatiles, c'est pas comparable à l'urée, l'urée est à part. On devrait appliquer l'engrais avant de pluie idéalement pour que l'eau pluie dissolve l'engrais puis amène l'engrais dans la solution de sol vers les racines. L'urée peut être enrobée, comme je l'ai dit tantôt. C'est sûr que quand c'est enrobé à l'aide de soufre ou de polymère plastique, la concentration d'urée diminue un petit peu par cause du soufre qui est ajouté. Mais peut-être l'avantage, c'est que c'est moins lessivable quand c'est enrobé. Et puis la libération se fait sur une durée un petit peu plus longue, peut-être de 2 semaines à 3-4 semaines quand c'est enrobé. Ça peut même plus long que ça. Faites attention, il y a différents produits commerciaux pour l'enrober. Assurez-vous là, que vous n'êtes pas en train de mettre de l'urée libère son azote au-delà de 60 jours. Là, pour risque d'avoir de l'azote qui se met trop tardivement, qui peut nuire à l'enroutement et la survie hivernale. Attention. Donc, l'urée, ici, est moins acidifiante que le 21,00. Donc, quand vous voyez que votre pH est optimal, vous ne voulez plus que ça descende, ben, vous devriez laisser de côté le 21,00 puis changer de forme d'azote vers des formes d'azote qui sont moins acidifiantes. Il y en a plusieurs d'autres. Il y a des formes d'azote ici qui sont combinées du phosphore que vous pouvez mettre. Si vous avez besoin de phosphore dans votre bluetière, ben, pourquoi pas choisir un engrais phosphatique qui a aussi de l'azote? Un produit amène les deux. Vous avez les engrais complexes, j'ai déjà parlé, 12,6,6, 21,7,7, fumier de poule, farine de sang et de plume, pour les gens en régie biologique, qui contiennent 14 %. Et puis même les copeaux que vous mettez vont contenir des éléments fertilisants. Ici, dans les 2 dernières lignes, dans le bas de mon tableau, c'est du copeau frais, c'est du bois raméal, ça vient d'Hydro-Québec, qui font la taille là, dans le bordure des chemins, puis c'est une taille d'essence de bois multiples là, qui vont chipper en copeaux, puis qu'il y a plusieurs portions de bleuets qui servent dans la bleuetière. Bien ici, c'est le cas. Quand c'est frais, dans ce cas-ci, cette matière-là avait un pH de 6,1 avec un C sur N de 88. Je vais y revenir plus tard, mais le C sur N, c'est le rapport carbone-azote qui nous indique, qui donne un indice en tout cas sur si l'azote est amené ou immobilisé. Dans ce cas-ci, du copeau frais, l'azote est immobilisé, mais il y en a quand même dans le copeau, puis ça va finir par être amené à la bleuetière. Je vais revenir là-dessus. Le même copeau, après 3 ans qui vieillit, dans le cas de la même analyse pour la même source de copeau, 3 ans après, ben, le pH était à 6,3. Donc, vous voyez que quand on dit que le paillis fait baisser le pH, ben, dans le cas de Boramel comme ça, le pH est en haut de 6. Là. Il ne pas nécessairement baisser le pH du copeau, ce qui n'est pas nécessairement mauvais parce que le pH, on le suit, puis on peut compenser avec du soufre. Ici, le rapport C/N est à 25, c'est les plus faibles, donc on peut supposer qu'un copeau qui est vieilli de 3 ans, dans ce cas-ci, l'analyse d'azote, vous voyez, comparé à, mettons, à du fumier de poule, il y a quand même une bonne proportion d'azote dans du copeau. Puis après quelques années, ben, ces éléments nutritifs se trouvent à être fournis au bleuetier. Donc, le copeau est une source de nutriments une fois qu'il est vieilli. Donc voilà, plusieurs sources d'azote. Bon, maintenant, quand on fait des calculs, quand vos conseillers font les calculs, ou à moins que vous soyez en mesure de le faire vous-même, mais ce n'est pas si simple, on utilise des chartes et des grilles références. Ils vont nous dire, bon, j'ai un plan de bleuet de 2 ans, j'ai un plan de bleuet qui est mature, puis les chartes vont nous dire que, par exemple, un plan de bleuet mature a besoin de tant de grammes d'azote par plan. Donc, c'est ce que je montre dans le tableau ici. J'ai mes sources d'azote que je viens de montrer, mais ça ne me dit pas comment il faut que je la mette à chaque plan, mais le comment, c'est avec des chartes. Ce que j'ai montré, ben, c'est pour montrer la diversité des références. J'ai une charte Québec, Ontario, Colombie-Britannique, même New York, Oregon. Ici, en bleu plus pâle. En bleu plus foncé, les dernières colonnes, c'est des essais, je vais y revenir. Mais il y a différentes sources, puis les sources ne sont pas égales dans ce qui est recommandé. Puis là, c'est un petit casse-tête
de décider laquelle qu'on prend. Au Québec, on prend celle-là du CRAAC, qui est dans le guide que j'ai montré au début, le guide Québec, pour des plants âgés de 8 ans et plus. Ce qui est recommandé pour une plantation typique, environ 2200 plants à l'hectare. C'est des nombres de plants à l'hectare, 2200 plants à l'hectare. On recommande environ 62 kg d'azote à l'hectare, ce qui correspond à environ 28 grammes d'azote par plant. Donc, normalement, vos conseillers font vos calculs de fertilisation. Ce qu'ils vous recommandent, selon la source d'engrais que vous choisissez, ça devrait donner soit 28 grammes d'azote par plant. Si je compare avec l'Ontario, dans leur guide, eux autres, ça va de 36 à 48 grammes d'azote par plant pour des plants matures. En Colombie-Britannique, on est à 45. Maine, on est à 34 ici. York, on est 18 à 32. Donc, ça nous semble. Oregon, on est à 40-46. Donc, le Québec, on est parmi, écoute, les recommandations sont les plus basses, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, puisque tous ceux qui font des essais au niveau de la fertilisation sont en train de se rendre compte maintenant qu'on leur donne probablement beaucoup trop d'azote. Ce qui m'amène à mes deux dernières colonnes ici, c'est des essais relativement récents qui ont été faits dans le bleu, des essais Québec, des essais en Oregon. Au Québec, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est un essai qui a été présenté en webinaire Bleuette Corrèze, je pense qu'il date de 2 ou 3 ans, là. Ça doit être en ligne si je me rappelle bien. Mais c'est un essai qui avait été fait où est-ce qu'on avait testé différentes quantités d'azote par plant. On avait testé 0, 15, le 28, qui est notre recommandation normale, puis 43. Qu'est-ce qui avait été constaté après 2 ans d'essai? Le premier constat, c'est que plus qu'on met d'azote, plus on augmente la teneur foliaire en azote. Si on prend une échantillon de feuilles, on met plus d'azote, on trouve plus d'azote dans les feuilles. Cependant, en 2 ans, il n'y a eu aucun effet de la dose d'azote sur le rendement. Ce qui veut dire qu'on en met 0 ou 43. Dans cet essai-là, il n'y a eu aucun effet significatif sur le rendement. Il y a même eu une diminution dans certains cas. Ça veut dire, par rapport à un témoin, on mettait de l'engrais et on a fait diminuer le rendement. Dans cet essai-là, c'est un essai parmi d'autres. On n'a pas eu d'effet non plus sur le calibre des fruits. On a même eu, dans certains cas, une légère diminution du calibre avec l'augmentation de la dose d'azote. Ce qui est certain, c'est que plus qu'on met d'azote, on a retardé le rougissement du feuillage. Retarder le rougissement du feuillage, donc retarder l'allaitement, possible diminuer l'endurcissement à l'hiver aussi. Plus qu'on mettait d'azote, plus qu'on augmentait le nombre de pousses tardives à l'automne. Ça, c'était clair, on le voyait à l'œil. On met beaucoup d'azote, on augmente les doses d'azote, on augmente les débourrements tardifs de bourgeons à l'automne. Tout ce qui est débourre à l'automne va finir durant l'hiver, c'est de la perte. Ça fait que cet essai-là au Québec, qui est sur 2 ans, écoute, un essai parmi d'autres, vient un peu nous réconforter dans notre 28. En tout cas, on n'a pas démontré qu'aller au-delà de 28, il y avait des gains. Il n'y avait aucun gain à aller au-delà de 28. Essai Oregon ici. Eux autres, leur recommandation normale en Oregon est de 40 à 46, mais on fait des essais pour 0, 18, 36, 55 grammes par plant d'azote. C'est un essai qui est relativement récent, qui date de 2015. Plus qu'on met d'azote, plus on augmente la teneur foliaire en azote, comme on l'a démontré avec les essais Québec. Plus qu'on met d'azote, plus on augmente la biomasse. La biomasse forme de bois de taille. Donc, plus qu'on met de l'azote, plus qu'il y avait de bois à tailler. On n'a eu aucun effet sur les fruits, mais il n'y a pas d'augmentation de rendement au-delà de 18 grammes par plant dans ces essais-là. C'est des essais sur 5 ans ici, plus long que nous. Donc, sur 5 ans, ils n'ont pas noté d'augmentation significative du rendement, tout ce qui dépassait 18 grammes par plant. Donc, je vous montre ça. Pas vous pensiez que parce qu'au Québec, on est parmi ceux dans le monde, comparé à d'autres, que c'est mauvais. En fait, au fur et à mesure des essais qui se font, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas besoin d'azote autant qu'on pense. Bon. Autre observation, en cas de surplus d'azote. Encore une fois, j'ai dit ça pour que vous soyez tentés de mettre beaucoup d'azote et de booster vos plants. Parce que vous êtes des producteurs de fruits, vous n'êtes pas des producteurs de feuillage puis de feuilles. Oui, si vous mettez beaucoup d'azote, vous allez avoir plus de biomasse, mais vous ne produisez pas de la biomasse, vous produisez des fruits. Autre observation, si vous mettez trop d'azote, vous avez un possible impact sur la fermeté des fruits. Trop d'azote, vous perdez la fermeté des fruits. J'entends souvent, moi, mes fruits sont mous, je vais mettre du calcium pour la fermeté des fruits. En fait, je vous dirais plus, ne mettez pas de calcium, ne dépensez pas plus en engrais, sauvez de l'engrais, mettez un petit peu moins d'azote. Donc, il y a plus de... Au niveau de la littérature,
on ne trouve pas grand-chose. C'est difficile de trouver une démonstration claire que le calcium augmente la fermeté, mais c'est beaucoup plus facile de trouver une littérature qui démontre qu'on a un petit peu moins d'azote et on a des gains de fermeté. Quand on met trop d'engrais aussi, si vous avez des mycorhizes au niveau de vos racines, si vous mettez trop d'engrais, vous diminuez la mycorhisation naturelle de vos racines. Faites attention, trop d'engrais, diminution des champignons. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver des points négatifs à mettre trop d'engrais que des points positifs. Faites attention. Autre petit point que je veux amener votre attention aussi au niveau de l'azote. Le tableau ici, ce qu'il vous montre, là, j'en ai mon 28 grammes d'azote par plant qu'on amène dans une saison. Je prends l'exemple, mettons qu'on aurait mis 230 grammes de dose 6,6 ici, qui amène 28 grammes par plant d'azote pour ma saison. Bien, les fruits, votre récolte, pour une récolte d'environ 10 livres par plant, bien, ces fruits-là, vous les cueillez, vous les exportez de votre ferme, ils sortent de votre ferme. Ils ne sont pas recyclés dans le sol, ça ne retourne pas au sol. Mais ces fruits-là vont contenir environ 5 grammes, l'équivalent de 5 grammes d'azote par plant. Pour un rendement de 10 livres par plant. Votre bois de taille, si vous taillez à chaque année environ 20 de vos tiges, vous sortez vos tiges de votre biocère pour les faire brûler ou les enterrer, peu importe ce que vous faites avec, bien, ces tiges-là vont vous allez sortir de votre biocère l'équivalent d'à peu près 1 gramme par plant d'azote. Vous en donnez 28, vous en sortez à chaque année avec votre taille environ 5 ou 6. Ce qui veut dire qu'il y a 79 de l'azote donné dans ce cas-ci qui ne sert pas à bâtir votre tige et vos fruits. Donc, l'azote, avec 28, vous en donnez en masse. S'il n'est pas perdu pour d'autres raisons que je vais mettre plus tard. Je m'arrêterai là. Potassium, je vais passer vite pour la simple raison que vous avez le tableau, vous pourrez le consulter plus tard, mais vous avez les sources de potassium, il y en a des bio là-dedans, vous pourrez les consulter. Calcium, magnésium, phosphore, le calcul des besoins, ce n'est pas des chartes avec des grammes par plant, ça dépend carrément de la quantité selon l'analyse de sol et de feuilles. Donc, si vous voulez savoir si ça vous prend calcium, magnésium, phosphore, il faut y aller avec l'analyse sol et feuilles. En général, au-delà, si votre analyse de sol montre au-delà de 135 kHz de phosphore dans votre sol, bien, ça n'en prend pas. Au niveau du calcium, souvent, c'est l'analyse foliaire aussi de sol. En bas de 1500 kHz au niveau du sol, au niveau des feuilles, quand c'est en bas de 0,40 au niveau des feuilles, bien, il faut rien en rajouter. Ce qui est plus difficile, c'est au niveau de la source de calcium. Souvent, la principale source de calcium, c'est la chaux qui fait monter le pH, puis vous ne voulez pas ça. Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est le sulfate de calcium comme source de calcium. Le magnésium, c'est la même chose. Ça dépend de l'analyse de sol et de feuilles. Il y a des professionnels des agronomes qui peuvent vous faire des calculs pour voir si ça en prend. Il faut surveiller aussi les ratios potassium, calcium, magnésium, parce que si vous mettez trop de long, exemple, que si par habitude, vous mettez tout le temps du sulfomag, sulfate de potassium, magnésium, vous mettez ça à chaque année par habitude depuis 20 ans, mais ça se peut très bien que vous débalancez votre sol au niveau de ces cations-là, puis vous observez des carences en calcium. Dans ce cas-là, ce n'est pas parce qu'il y a de calcium dans le sol, c'est parce que vous mettez trop de magnésium et potassium. Donc, ça demande de l'aide d'un professionnel pour absorber ce genre de choses-là. Puis, il y a des ratios cibles pour les plantes acidophile comme le bleuetier qui sont inscrits ici dans la diapo. Échantillon de sol, je passe vite. Vous avez une procédure ici pour échantillonner votre sol. Peut-être le seul élément que je peux vous rappeler de ça, c'est que l'échantillonnage devrait se faire au tout début de la récolte. Alors qu'au niveau du sol, les prélèvements, au niveau de la plante, les prélèvements en éléments nutritifs sont plus lents. Les fruits sont faits, la croissance des tiges est faite, donc c'est le moment d'échantillonner votre sol et vos feuilles aussi. Analyse de sol, voilà un exemple d'analyse de sol. Idéalement, ça prend l'aide d'un professionnel pour comprendre tout ça. Mais le premier chiffre qu'on regarde, c'est le pH. Ça, c'est un cas concret ça vient d'une bleuetière. C'est un cas concret de bleuetière, pH 4,9, pH 5,8. C'est évident ici que les recommandations ne sont pas les mêmes. On commence par regarder le pH, puis on va s'assurer de faire les bonnes recommandations pour amener l'acidité à un bon niveau. Ici, c'est bon. Ici, clairement, ça va prendre du soufre. Ici, quand je vois 4,9, moi, c'est sûr que ce producteur-là, s'il met du 21,00, je dirais, arrête le 21,00, change de source, il faut que ton pH arrête de baisser. On regarde la matière organique aussi, ça sert pour les calculs du soufre, entre autres, phosphore, potassium, calcium, magnésium, tout ce qu'on trouve ici, les éléments mineurs. On peut regarder, vous pouvez demander
faut aussi la texture du sol pour savoir si votre sol, c'est un sableux, c'est un sol lourd. Donc, demandez la physique du sol dans l'anémométrie. Ça entre en ligne de compte, entre autres, pour le calcul des quantités de soufre. Important d'avoir ces données-là. Puis vous avez les ratios ici, KCA sur MG. Là, quand on calcule les ratios, ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Je pense qu'il y en a qui font des erreurs. Le calcul des ratios potassium, calcium, magnésium, ce n'est pas avec la teneur en le cas ici. C'est avec les pourcentages de saturation en base qu'on fait les ratios ici. Il y a les agronomes qui seraient à l'écoute. Croissance du bleuetier aussi, juste rapidement, les racines. La croissance des racines est active à 2 moments durant la saison, mais c'est 2 moments où est-ce que la température se situe entre 6 et 16 degrés Celsius. Quand les températures dépassent 16 degrés Celsius, c'est surtout au mois de juillet où la croissance des racines s'arrête pratiquement. Donc, le premier pic de croissance des racines, c'est au printemps, de la nouaison en fruits verts. Ce qui correspond justement au principal moment où est-ce qu'on met les engrais du bleuet, dans le pic de croissance, puis le pic d'activité des racines, là où elles sont actives. Donc, le gros des engrais, on les met au printemps, nouaison, débourrement, nouaison fruits verts. Il y a un deuxième pic à l'automne, en fin d'été, lorsque les températures du sol deviennent plus fraîches. Mais à ce moment-là, on ne met plus d'engrais pour ne pas nuire à l'allaitement aux croissances tardives. Au niveau des fruits, je pense que c'est assez évident, on le voit là, la croissance est active de la nouaison à la véraison. C'est là que les fruits prennent le plus de calibre, c'est là que les fruits vont se gorger d'éléments nutritifs. Pour ce qui est des tiges, les tiges, il y a plusieurs poussées de croissance durant une saison, mais la première poussée de croissance, là, se fait du début juin jusqu'à la mi-fin juin. Donc, la première tige qui va se terminer par le point noir, avec un petit bourgeon qui peut être laissé de la feuille. Puis plus tard à la saison, il peut y avoir une deuxième puis une troisième poussée de croissance qui se fait durant la saison. Mais tout ça pour dire que le gros de la croissance du bleuet se fait surtout printemps, mai, juin, puis en partie en juillet. Donc, les périodes d'application d'engrais. Donc, un petit tableau. Si je prends un exemple concret, je prends un plan de perception pour un producteur. À l'éclatement des bourgeons, je vais recommander un engrais azoté, ça c'est certain, parce qu'on met toujours de l'azote dans le bleuetier. Et puis, selon analyse de sol foliaire, je peux combiner avec cet azote-là d'autres éléments, phosphore, potassium, magnésium. Donc, la première application au printemps devrait être un engrais azoté ou complet, là, selon le cas. 21-00, dose 6, Actisol et compagnie. Mais on est mieux de fractionner l'engrais, de ne pas tout mettre d'un coup. Donc, à la floraison, on est environ de la fin mai au début juin, on revient comme un petit peu d'azote. Phosphore, potassium, magnésium, ça finit en une seule fois. On ne reviendra pas, sauf exception. Azote, deuxième dose d'azote à la floraison. Et puis, on met une troisième dose d'azote vers la fin du mois de juin, début juillet environ. On ne dépasse pas fin juin, début juillet pour ne pas nuire à l'allaitement. Potassium, on peut le fractionner en deux. On a mis une partie au printemps, mais on peut revenir vers la mi-fin juillet pour 2 raisons qui sont... c'est dur de trouver la littérature qui vient le confirmer, mais on dit que c'est des habitudes, c'est des... on trouve souvent des textes qui disent que le potassium va améliorer le goût du fruit, va améliorer la fermeté des fruits, va favoriser l'allaitement. Et puis même si la littérature n'est pas claire sur ces effets-là, moi je le recommande pareil. Une partie du phosphore qu'on applique milieu, fin juillet pour les fruits et l'allaitement. Après ça, on ne met plus d'engrais. On revient plus en fin de saison, milieu d'octobre, fin novembre. On revient avec les amendements pour modifier le pH, la soufre et le chaud. Pour les remplir si nécessaire, on met ça milieu, fin octobre, alors que le feuillage a commencé à tomber. C'est là qu'on met notre soufre chaud. Je passe vite encore une fois ici, exemple de plan de fertilisation. Ici, j'ai exemple 1 du granulaire conventionnel, exemple 2, régie biologique, exemple 3, fertilisation plus du granulaire. Il y en a un ici que j'utilise du 12,66, du 21,00 et puis du soufre. Ici, en régie biologique, j'utilise du Actisol, la farine de plume et puis du sulfonate, j'en ai du soufre. Tout ça, c'est accepté en régie biologique. Mon troisième cas, c'est en fertilisation. Quelqu'un qui nourrit sa plante par son fertilisation avec du 21,77. On pourrait mettre du 21,77 pendant 9 semaines, du début mai jusqu'à début juillet, pendant 9 semaines environ. On met notre 21,77. À la fin juillet, on peut revenir avec du 0,50 granulaire au sol, parce que ça ne rentre pas dans le système d'irrigation. Puis en fin de saison, on revient avec notre soufre, c'est ça. Mais toutes ces 3 recettes-là, vous voyez, on amène la même chose en termes de N,
NPK, on amène la même chose, mais c'est 3 façons différentes d'amener la même chose à notre plante bleuet. Et le pays dans tout ça. Bon, je ne peux pas parler de fertilisation sans parler de pays parce que ce qu'on entend le plus, c'est que faire attention, le pays immobilise l'azote. Oui, c'est vrai, le pays immobilise l'azote lorsque le pays est frais, et plus que votre pays vieillit, et puis plus que sa décomposition progresse dans le temps, mais plus que votre pays devient une source d'éléments fertilisants pour votre bleuteur, comme on l'a vu plus tôt. Donc, qu'est-ce que c'est un pays frais? Ben, c'est un pays dont le C/N est au-delà de 30 environ. Il y a d'autres indices, les indices de stabilisation biologique, entre autres, mais pour simplifier un peu ma conférence, ben, je vais le laisser sur aujourd'hui. Mais si on pense, si vous pensez, si votre pays est frais, vous pensez qu'il y a des mobilisations, on se demande toujours, est-ce qu'il faut que je rajoute de l'azote, puis combien? Ben, je donne des petits trucs ici. Pour compenser l'immobilisation d'azote, ben, 2 références que j'ai trouvées disent 10 kg d'azote qu'on ajoute par tonne de copeaux, ou, ce qui est plus simple à calculer ici, 25 kg d'azote à l'hectare ou 11 grammes par plant. Ça, c'est simple à calculer. 11 grammes par plant, bonification des recommandations si vous avez du pays frais. Simple à utilisation. Le pays, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que ça tempère l'humidité du sol. Donc, j'ai montré tantôt que le bleuetier n'aime pas quand la température est en haut de 16. Là, ben, si vous avez un pays, ben, ça garde l'humidité du sol plus frais. Donc, ça maintient une meilleure activité des racines, une meilleure croissance, une meilleure assimilation des éléments nutritifs. C'est important de mettre du pays. Et aussi, le pays retient l'azote sous sa forme NH4. J'ai dit plutôt qu'on préfère la forme ammonium, donc NH4, dans le bleuet. Une des raisons, c'est que le pays arrive à le retenir pour le redonner son nutriment bleuet, alors que la forme nitrate est mal retenue par le pays et est lessivée quand il pleut souvent. Alors voilà pour ce point-là. Fertilisation foliaire. Écoute, je sais que je dépense mon temps. Il me reste 2-3 slides. Bon, fertilisation foliaire. Bon, la première chose, je l'ai déjà dit, les feuilles n'absorbent pas de grande quantité d'éléments fertilisants. Les feuilles, ce n'est pas un organe de nutrition d'un plant de bleuet. Mais il y a quand même des éléments fertilisants qui arrivent à passer au travers de la cuticule puis la couche cireuse d'une feuille de bleuet. C'est assez cireux, une feuille de bleuet, si vous remarquez quand c'est mature. Mais les éléments fertilisants arrivent quand même en partie à passer au travers, mais pas tous. Je peux déjà vous dire, c'est que pour les éléments majeurs qui requièrent beaucoup de fertilisation, azote, potassium, il faut en donner quand même, c'est ceux qui sont le requièrent en plus grande quantité dans une saison, ben, c'est impossible de nourrir le bleuet par ses feuilles. Impossible, ça, il n'y a pas ça. Les éléments mineurs, cependant, qui sont requis en très petite quantité, comme le bore, le fer, zinc, molybdène, manganèse, c'est requis en très petite quantité. Donc, ce qu'on met sur les feuilles et qui rentre en très petite quantité, c'est souvent suffisant là, pour nourrir la plante. On ne fait pas ça systématiquement, on ne fait pas ça n'importe quand. Pour donner des éléments foliaires, c'est soit parce que vous avez observé des carences visuelles, vous avez lié non à un problème de régie, mais à un problème de fertilisation. Donc, important de se faire accompagner pour être sûr qu'on, exemple, que le plant est pâle, puis on note une carence en azote. Ben, c'est-tu parce qu'il manque d'engrais ou c'est parce que j'ai donné un coup de fouette quand je faisais mon vaseur, mon plant de bleuet? Assurez-vous que vos carences sont liées à un problème de fertilisation et non à un problème de régie haute, d'irrigation de pH. Puis évidemment, si les analyses foliaires le justifient. Il y a moyen de compléter la fertilisation azotée là, si vos feuillages sont pâles avec des applications d'azote, mais dans ce cas-ci, ça va être un effet minime. C'est l'urée qu'il faut donner. J'ai la recette ici. Les périodes d'application des engrais foliaires, bien évidemment, avant la floraison, ça ne donne rien de mettre des engrais foliaires parce que si vous avez déjà remarqué, avant la floraison, le feuillage de votre plant de bleuet, il n'est même pas sorti. Donc, quand les feuilles de vos plants de bleuet sont, quand les fleurs tombent, quand les corolles tombent, bien, ça correspond pas mal à un moment où est-ce que l'élongation des tiges se fait et que le feuillage s'étale. Donc, de la chute des corolles jusqu'à la véraison, alors que le feuillage s'étale, augmente en biomasse et devient mature, ben, c'est les périodes d'application des engrais foliaires, de la chute des corolles à la véraison. La véraison, c'est le mûrissement. Une fois que les fruits sont mûrs, ben, on arrête, on ne va pas mettre d'engrais foliaires sur des bleuets qu'on va vendre le lendemain, par exemple. Donc, fractionner des applications. Souvent, si on se rend compte ou s'il y a une justification agronomique à mettre un engrais foliaire, ben, on fractionne en 2 ou 3 applications de la chute des corolles à la véraison. Carence toxicité. Souvent, les carences les plus communes dans le bleuet, là, je parle par expérience, c'est le magnésium,
c'est l'azote, le bore et le fer. Souvent, ces carences-là sont induites par des débalancements. Entre autres, ici, ce que vous voyez, c'est une feuille qui est carencée en magnésium, ce qui n'est pas si rare. C'est sûr que si vous avez ça, puis si votre analyse foliaire vous montre que c'est fait en calcium, ce qui devrait être le cas aussi, parce qu'on le voit à l'œil. Si on le voit à l'œil, c'est sûr qu'au niveau de l'échantillon foliaire, ça devrait être fait aussi. Donc, c'est justifié de mettre un engrais foliaire, mais assurez-vous, là, avec un professionnel, que vous n'avez pas d'erreur, que vous n'êtes pas en train de donner trop de calcium, trop de potassium. Donc, ça vous prend un professionnel pour vous aider. Voilà. Analyse foliaire, interprétation, ben ça, c'est le premier tableau en haut, c'est le genre de résultat que vous avez. Puis dans ce cas-ci, vous avez des chartes. Si on prend la charte CRAC et Québec, vous avez l'azote, la cible pour l'azote, la cible normale, c'est de 1,8 à 2,1 d'azote dans le feuillage. Donc, vous avez des résultats pour chaque élément. J'ai encerclé en rouge sur ma feuille, mais sur ce résultat-là, ben, le producteur ici il était carencé en azote. Il était à 1,35 alors qu'on devrait être au moins 1,8. Je suis à peu près certain qu'à 1,35, le feuillage devait être on devait le voir à l'œil. Mais c'est sûr que des fois, on ne le voit pas toujours à l'œil. Des fois, les carences sont minimes, sont difficilement perceptibles. L'analyse foliaire vient aider à bonifier les engrais, la fertilisation que les vont vous faire. Et vous avez les chartes d'interprétation ici. Ici, vous avez la procédure pour le prélèvement de l'échantillon foliaire. Vous pourrez regarder ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est à peu près en même temps que le sol. Non, c'est pas en même temps que le sol. Moi, personnellement, je le fais en même temps. Là, quand je faisais des visites, je me gardais une de mes visites qui était fin juillet, juste au début de l'alcool pour faire mes feuilles et mes sols. Donc, observer, questionner, c'est mon avant-dernière diapositive ici. Des questions fréquentes. Important de diagnostiquer, d'échantillonner, de comprendre et de s'ajuster aux besoins, donc d'épicer votre biotière. Mais je voulais terminer avec des questions fréquentes qui me sont posées. Ici, par exemple, mes plants sont très affectés par le gel hivernal. Donc, mes plants ont gelé. Est-ce que je dois mettre plus d'engrais pour stimuler la croissance de mes pousses? Mes plants ont gelé. Est-ce que je vais doubler mon azote parce que je veux que mes plants se refassent? Bon, la réponse ici, c'est clairement non. Parce que la partie aérienne de votre plant de bleuet est gelée. Vous allez avoir moins de tiges, moins de fruits. Mais en dessous, votre système racinaire, c'est 100% interne. Vous remarquerez ça, les années que vous gelez, souvent, c'est des années que vous avez une forte croissance de nouvelles tiges. Donc, c'est inutile, les années de gel hivernal, d'aller mettre encore plus d'azote. En fait, vous avez moins de biomasse à geler. Moins de biomasse, ce n'est pas nécessaire de mettre plus d'engrais. J'ai fait une taille sévère. Dois-je mettre plus d'engrais pour stimuler une nouvelle croissance? C'est le même principe là, que vos plants soient taillés par du gel hivernal, une taille qu'on ne souhaite pas, mais vous le taillez parce que vous le coupez. Donc, vous avez moins de tiges. Et pourtant, le système racinaire est intact, il va stimuler la croissance. Puis sans mettre plus d'engrais, c'est sûr que suite à une taille sévère, vous allez avoir une poussée de croissance de tiges. Donc, inutile de bonifier l'azote. Mes fleurs ont gelé. Ce n'est pas le gel hivernal, mais mes fleurs ont gelé. Et les fruits restants ne prennent plus de calibre. Écoute, ils restent petits, mes fruits. Est-ce que je devrais acheter de l'engrais? Encore une fois, la réponse, c'est non. Si les fruits ne prennent plus de calibre, ce n'est pas parce qu'il manque d'azote, c'est parce que les organes internes sont gelés, sont endommagés. Vous avez beau donner plus d'azote, le dommage ça se guérira pas. Le fruit est endommagé par la gelée. En fait, vous avez encore une fois moins de fruits. Vous avez pour une même quantité d'azote que vous avez mis le printemps, vous avez moins de fruits. Les fruits restants vont juste avoir plus d'azote pour eux, finalement, parce qu'il y en a moins. Donc, inutile de bonifier l'azote. Bon, il y a des cas, par exemple, où est-ce qu'on pourrait justifier de mettre plus d'engrais. Vous avez une année anormalement mouilleuse. Donc, je parle d'anormalement mouilleuse. Je ne parle pas d'une année normale, je ne parle pas d'un seul coup d'eau, mais je parle d'une année qui mouille souvent, comme en 2023, par exemple. Les engrais, c'est solide. C'est mouille souvent durant la période d'assimilation des éléments nutritifs, mai, juin, juillet, qui mouille souvent. On peut supposer, entre autres pour l'azote, que l'azote a été lessivé. D'ailleurs, il faut regarder que les années qui mouillent beaucoup, les plantes peuvent être un petit peu plus pâles. Ben, là, il y a le lessivage d'azote, ça pourrait être justifié de la bonifier. À quel point, c'est difficile à calculer, mais vous demanderez l'aide de conseiller, mais c'est possible de bonifier l'azote les années qui mouillent beaucoup. Puis les années de rendement exceptionnel aussi. Dois-je mettre plus d'engrais? Je dirais que j'ai montré tantôt que pour un rendement de 10 tonnes hectares, de 10 livres par plant, l'engrais, c'est suffisant. Pour les rares fois, ça existe des plants de bleuets de 15-20 livres par plant. Si vous avez des années que la floraison est extrême,
Il y a un beau feuillage pour nourrir tous ces fruits-là. Puis vous pensez que vous avez du 15-20 litres par plant, mais ça pourrait être justifié de limiter un petit peu l'azote dans les années de rendement exceptionnel. Là, c'est rare que ça arrive. Comme je l'ai dit plus tôt, faites attention. Mettre plus d'engrais, en général, on fait plus de dommages que de bien. Bon, ce que je peux vous dire, je finis avec ça, c'est vraiment ma dernière. Il y a des essais qui s'en viennent au Québec. J'ai dit plus tôt, j'ai commencé ma conférence en disant que nos références ne sont pas basées sur des essais. Ben, je peux vous dire qu'il y a des essais de fertilisation qui se mettent en place. Ça devrait commencer en 2025. On va tester des doses d'azote, 10, 20, 30 et 40 grammes par plant. On va les tester pour en faire une grille officielle Québec. On va tester aussi le potassium, 0, 4, 8, 12 et 16 grammes par plant. Puis on va tester l'utilité de le fractionner, c'est-à-dire le mettre au printemps et puis à la fin juillet pour voir si on a vraiment un effet sur l'endurcissement. Les essais devraient durer 5 ans. Il va y avoir un recrutement de producteurs qui vont se faire parce que les essais vont se faire en bleuetière commerciale. Certains d'entre vous vont probablement être sollicités pour participer à ces essais-là. Mais c'est des essais qui vont se mettre en branle. On espère que dans 5-6 ans d'ici, on puisse avoir des grilles de fertilisation au Québec. Et puis, j'introduis à la prochaine conférence avec Eve-Marie qui va nous parler d'essais de fertilisation bio dans le bleuet. Ça termine ma présentation. Voilà. Merci. Merci, Christian. Donc, on va maintenant passer à la prochaine présentation. Donc, notre deuxième conférence est présentée par Mme Eve-Marie Boudreau-Forgue, qui traitera de l'optimisation de la fertilisation biologique pour la culture du bleu en Corrèze, donc un survol de 3 stratégies dans différents systèmes de culture. Donc, Eve-Marie Boudreau-Forgue est titulaire d'un baccalauréat en agronomie et est membre de l'Ordre des agronomes. Elle poursuit actuellement un doctorat en biologie végétale après avoir effectué un passage accéléré au doctorat. Ses recherches portent sur la fertilisation biologique et les rhizobactéries favorisant la croissance des plantes, avec un intérêt particulier pour leur application dans la culture des bleuets en Corrèze. Donc, on est vraiment content d'accueillir Eve-Marie qui vient nous présenter ses résultats. Donc, sans plus tarder, Eve-Marie, je te laisserai la parole. Donc, je suis vraiment ravie de présenter aujourd'hui les résultats des projets de recherche que j'ai menés durant ma maîtrise et que je poursuis actuellement dans le cadre de mon doctorat. Donc, comme Stéphanie le disait, je suis étudiante au doctorat à l'Université Laval. Je suis sous la co-direction de Martine Doré et Martin Filion. Durant la présentation aujourd'hui, on va survoler 3 stratégies de fertilisation que j'ai mis à l'essai pour des systèmes de culture en pot et en plein sol, toujours dans le but d'optimiser la fertilisation biologique du bleuet en Corrèze. Donc, pour commencer, la production de bleuets biologiques au Québec vient avec son lot de défis et aussi d'opportunités. Donc, il faut le savoir, le bleuet est le 3e fruit le plus produit au Canada. On produit environ 7100 tonnes en agriculture biologique. Ça, c'est en 2023. On constate aussi une augmentation de la demande pour les bleuets bio. Donc, entre 2008 et 2020, on a augmenté x5 la demande. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette situation. En fait, les consommateurs cherchent à manger des fruits qui sont riches en antioxydants bénéfiques, mais aussi à consommer des fruits qui sont sans résidus de pesticides. Cependant, il y a quelques éléments qui viennent limiter l'expansion de la production bio, notamment la gestion des nutriments, comme l'a bien présenté Christian, et aussi la gestion des mauvaises herbes, qui sont des facteurs qui viennent limiter la production. On constate aussi que la hausse des coûts de production et aussi des phénomènes météorologiques extrêmes qui sont liés au changement climatique nous poussent à revoir nos systèmes de production et aussi nos stratégies de fertilisation. Plus précisément, on a 2 défis principaux auxquels peuvent faire face les producteurs en régie biologique. Le premier, c'est de synchroniser les besoins en azote de la plante avec la vitesse de minéralisation des fertilisants biologiques. Christian l'a bien mentionné, on peut avoir des problématiques au niveau d'apporter la dose d'azote durant la période critique, c'est-à-dire la fin de la floraison et le début des fruits. Donc, on se doit de planifier adéquatement nos apports d'azote. Il y a quelques solutions qui ont fait l'objet d'études dans les dernières années, notamment le fait d'appliquer les fertilisants biologiques moins solubles 1 à 4 semaines avant les engrais solubles pour pouvoir favoriser leur décomposition. Au Québec, avec la neige, ça peut être un défi de pouvoir devancer les applications d'engrais. On peut aussi augmenter les doses des fertilisants biologiques de 30 à 40 pour pouvoir s'adapter à la vitesse de minéralisation des engrais, qui est souvent plus faible pour les fertilisants biologiques. Une étude aussi réalisée par Sullivan rapporte qu'on pourrait prévoir à faire plus de 3 fractionnements de l'azote. Donc, c'est connu, on applique 3 fractionnements d'azote durant la saison. Cependant, en fertilisation biologique, on pourrait faire plus 4 ou 5 fractionnements afin d'avoir un apport qui est plus équilibré. Parlant de fertilisants, on a aussi des problématiques au niveau que les fertilisants biologiques peuvent entraîner des stress salins. Peuvent aussi augmenter la conductivité électrique du sol. Dans le bleuet, on l'a vu, les bleuets n'aiment pas vraiment être dans des stress salins. On cherche à avoir une conductivité électrique qui est autour de 2 microsiemens par centimètre. Et on doit aussi essayer de garder un pH du sol qui est relativement acide.
Donc, deux autres solutions peuvent permettre d'atténuer ces problématiques, notamment l'utilisation de paillis qui peuvent atténuer les stress salins et aussi le fait de limiter les apports de compost d'origine animale qui sont souvent des raisons qui peuvent augmenter le stress salin dans les bleuetières. Ici, je vous présente un survol des différents fertilisants biologiques qui se prêtent bien à la fertilisation azotée des bleuets en Corrèze. On commence avec le compost. Donc, le compost, c'est une forme d'amendement qui est souvent utilisée en horticulture biologique. Cependant, le compost peut augmenter le pH du sol. Ça peut aussi être une source de contamination. On doit faire le choix de prendre un compost qui est pauvre en phosphore. On a constaté aussi que les composts à base de débris végétaux ou de biosolides performent mieux dans les bleuetières que les composts bovins. Notamment, on pourrait aussi parler des paillis, comme Christian l'a présenté. C'est des paillis qui peuvent se décomposer et apporter une belle source d'azote dans la bleuetière. On poursuit avec la farine de plume. Donc, la farine de plume, c'est un engrais biologique qui a une minéralisation rapide. C'est un bon choix à long terme. On a constaté que des doses élevées de farine de plume n'affectent pas les rendements. Donc, c'est un bon choix pour les bleuetières qui sont bien établies. On conseille de faire entre 2 à 3 apports par saison. Cependant, si la conductivité électrique des sols de la bleuetière est déjà élevée, la farine de plume peut accentuer les problèmes de salinité. Donc, c'est à faire attention. On poursuit avec la farine de sang. Donc, la farine de sang, on l'utilise souvent comme source complémentaire d'azote. En fait, on veut effectuer 2 apports en début de saison et ensuite, on veut arrêter les apports. En fait, on veut éviter d'avoir trop d'azote dans le sol en fin de saison et ainsi nuire à l'ahoutement des plantes. On poursuit avec les émulsions de poissons. Ici, au Québec, les émulsions de poissons sont souvent combinées en solution liquide avec d'autres produits fertilisants, notamment des engrais végétaux. On peut parler des émissions de poissons pour des bleuetières qui sont jeunes. Donc, c'est un choix à court terme. On a constaté que des fortes doses d'émulsions de poissons viennent affecter les rendements. C'est quand même un produit qui est versatile, qui peut être appliqué autant au sol qu'en fertigation qu'en foliaire. Ça permet notamment de venir combler si on a des carences au niveau d'azote foliaire. On constate aussi que c'est un produit qui performe très bien lorsqu'il est associé avec un engrais végétal granulaire. On termine avec la granule de fumier de poule que vous connaissez sûrement sous le nom de Lactisol. La granule de fumier de poule, en fait, comme on l'a mentionné, ça peut augmenter le pH du sol, donc ça a un pH qui est plus proche de 7. Cependant, on a observé des rendements similaires avec la granule de fumier de poule lorsqu'on le compare à des bleuetières conventionnelles. Ça a aussi un impact positif sur la communauté microbienne. Donc, en fertilisation biologique, on doit s'assurer le maintien de la communauté microbienne du sol afin que la communauté puisse avoir des effets positifs sur notre culture. On y reviendra. Ici, je vous présente en fait un tableau qui a été réalisé par un étudiant au doctorat du laboratoire de Martine, donc Pierre-Paul Dion. C'est un résumé des principaux fertilisants biologiques azotés qui ont été utilisés en culture légumière au Québec. Je vous laisse le tableau ici, vous pourrez y revenir lorsque la présentation sera disponible en ligne. Je préfère vous le montrer sous forme de tableau. Donc, j'ai choisi de vous montrer cette figure en fait parce que ça nous permet de voir la prédiction des vitesses de minéralisation des fertilisants biologiques. Donc, autrement dit, le pourcentage d'azote qui est disponible suite à l'application. Avec cette figure, on peut constater que la disponibilité des azotes varie selon le nombre de jours écoulés après l'application. Donc, en bleu et en vert, on peut voir la granule de fumier de poule et la luzerne, alors qu'en rouge et en gris, on parle des farines de sang et les farines de plume. On constate après 30 jours, donc un mois après l'application, pour les farines, on a 80% de l'azote qui est disponible pour la plante, alors que pour les granules de fumier de poule, on se retrouve à 58% et la luzerne, on est à 36%. Tout à l'heure, je mentionnais qu'il serait adéquat d'augmenter de 30 à 40% les doses pour certains engrais biologiques. Ainsi, si on souhaite maximiser nos applications durant la période critique, on se doit de bonifier nos doses afin de pouvoir offrir la bonne dose d'azote à notre plant. C'est aussi un tableau intéressant à avoir en tête si on veut faire un mélange d'engrais pour nos bleuetières biologiques. En fait, on pourrait décider de combiner à la fois des granules de fumier de poule et des farines afin d'avoir un apport azoté qui est rapide en début de saison et grâce aux farines. Et en fin de saison, on pourra avoir un apport qui est plus proposé par les granules de fumier de poule. Finalement, je termine mon survol des faits saillants en régie biologique en vous présentant 3 études. La première étude, c'est une étude qui a été réalisée près de chez nous en Nouvelle-Écosse. Ils ont cherché à évaluer si les rendements différaient dans les cultures biologiques des cultures conventionnelles. Donc, ils ont mis à l'essai les émulsions de poissons, le fumier de poule, le fumier de porc, l'urée, le sulfate d'ammonium, ainsi qu'un témoin non fertilisé. Ils ont constaté comme résultat que les rendements étaient similaires pour les bleuetières fertilisées avec le fumier de poule lorsque comparé aux bleuetières fertilisées avec le sulfate d'ammonium. Par la suite, on se dirige en Oregon avec l'équipe de Bernardine Sturck et Larco qui ont étudié durant 10 ans les effets des émulsions de poissons, de farine de plume et de farine de plume pour différents cultivars. On était avec les cultivars d'Oak et Liberty, qui sont quand même des cultivars qu'on retrouve au Québec.
Ils ont constaté dans cette étude que les cultivars réagissaient différemment aux fertilisants. Donc, alors que Doux préférait l'émulsion de poisson à faible dose, Liberté, lui, préférait la farine de plume à dose élevée. Ici, je dis préférait, mais en fait, c'est que les rendements étaient plus élevés pour ces deux types de situations. On constate donc que les cultivars réagissent différemment aux mêmes fertilisations. Finalement, une étude qui a été réalisée dans l'État du Michigan aux États-Unis avec le cultivar Blue Crop, qui ont mis à l'essai le compost bovin en granules comparé à du sulfate d'ammonium et de potassium, on a vu un effet uniquement au niveau des feuilles. Donc, la concentration en azote était plus élevée pour les feuilles fertilisées avec le compost, mais ça n'a eu aucun effet sur les rendements. Puisqu'on cherche à produire des fruits, comme Christian le mentionnait si bien, on doit vraiment se concentrer à avoir des effets au niveau des rendements et de la plante. Avec tous ces éléments-là en tête, on s'est dit comment ici au Québec, on pourrait améliorer la fertilisation biologique des bleuets en corail, autant en pot qu'en plein sol. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 essais que nous avons réalisés. En premier lieu, on se concentre à la ferme des fraises de l'Orléans sur une période de 3 ans. On a utilisé différents fertilisants biologiques, soit un d'origine animale, végétale ou mixte, pour une culture en pot sous haut tunnel. Par la suite, nous avons décidé d'utiliser la fertilisation bio avec des biostimulants à l'Université Laval pour un système de culture en pot en serre. Finalement, on a fait le tour dans une bleuetière en plein champ avec une fertilisation optimisée avec ajout de rhizobactéries. Avant de vous présenter les résultats, je me permets une petite parenthèse. Bien que la production en pot au Québec est encore marginale, c'est quand même un système de production qui offre plusieurs avantages. Puis durant ma maîtrise, nous avions envie de vouloir observer ces différents avantages. Donc, il faut le savoir, la culture en pot permet quand même de pouvoir choisir notre milieu de culture. Donc, on peut tout de suite choisir un milieu qui a un pH faible. Ça peut ainsi réduire le temps de préparation des sites. Ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur l'irrigation et du plan de gestion des nutriments via le fait qu'on peut mettre des goutteurs directement dans notre pot. Les hauts tunnels peuvent permettre de protéger contre la grêle, le gel et les pluies. On constate aussi qu'il y a un microclimat qui se crée en dessous des hauts tunnels et ça peut permettre d'avoir une maturation plus précoce des fruits et aussi de prolonger la saison lorsqu'on arrive durant la période de l'automne. On peut aussi jouer sur la densité année après année selon la grandeur des plants, la grosseur des plants et ça peut aussi améliorer la gestion des mauvaises herbes. Donc, pour notre premier essai, qui s'est étalé de 2021 à 2023, on a étudié les effets sur 3 saisons. On voulait évaluer l'impact de 3 sources de fertilisants biologiques sur la culture de bleuets en corail. Donc, on se retrouve dans un système sous haut tunnel avec des pots de 25 litres avec un substrat à base de tourbe qui avait été préparé par la compagnie Berger. Au niveau des cultivars, on retrouve les cultivars Reka, Blue Crop et Liberty. Quand même des cultivars qui ont des périodes de récolte différentes. Notre but, c'est d'avoir vraiment une récolte sur une plus longue période avec des cultivars plus hâtifs et tardifs. Les cultivars étaient âgés de 2 ans au début du projet. Et au niveau de l'irrigation, on se retrouve avec 3 gouttes à gouttes qui étaient placées directement dans les pots. Pour la fertilisation de cette étude, on commence avec 3 sources de fertilisants biologiques. Donc, je le mentionnais, animal, qui était composé de farine de plumes et de fumier de poule. Fertilisation mixte, qui est un produit commercial qui se nomme Selectus. Donc, c'est une poudre qui est composée de farine d'os, farine de luzerne, extrait d'algues, farine de crustacés et farine de plumes. Et finalement, végétal, qui est aussi un produit commercial qui se nomme Easy Grow, qui est un isolysat de protéines de soya et de phosphate de roche. Au niveau de nos fertilisants biologiques, les plants qui étaient traités avec ces fertilisants-là recevaient également 30 ppm de K2SO4 via le système d'irrigation. Comme témoin, on avait un fertilisant minéral, qui était une solution conventionnelle nutritive, donc c'est un mélange d'engrais minéraux, qui était inspiré de la recette de Voigt et collaborateurs. En fait, c'est une recette qui a été élaborée pour les cultures de bleuets en pot. Au niveau des doses, on s'est basé sur la grille de la Colombie-Britannique pour les productions de bleuets. Donc, on avait une dose qui variait entre 5 grammes en 2021 et qui s'est terminée à 8,5 grammes par plant en 2023. Donc, en comparant nos 2 premières saisons, nous avons constaté un déclin de 4 traits agronomiques sous les fertilisants biologiques par rapport aux témoins minéraux. En premier lieu, les rendements, donc vous pouvez voir ici la boîte qui apparaît, on constate que les rendements ont diminué pour nos traitements biologiques. On peut le voir ici avec les bandes blanches qui représentent 2021, les bandes grises représentent 2022. Les lettres, vous allez le revoir aussi durant la présentation, les lettres illustrent les différences. Lorsque les lettres sont différentes, ça veut dire qu'il y a une différence qui est significative entre nos traitements à l'étude. Tout au bas du graphique, on peut voir à quoi fait référence les bandes. Donc, notre premier groupe de bandes, c'est le traitement animal, mixte, végétal et ensuite notre témoin minéral.
Donc, ainsi, on peut voir un déclin des rendements pour les traitements bio et une augmentation des rendements sous notre traitement minéral. En effet, le rendement a passé de 1,5 kg en 2021 pour les plants sous le traitement minéral à 2 kg par plant en 2022 pour ce même traitement. Par la suite, on a aussi observé un déclin du contenu en chlorophylle des feuilles. C'est un indice de la santé générale de nos plants. On constate que pour l'ensemble des fertilisants biologiques et minérales, le contenu en chlorophylle des feuilles a diminué, sauf que l'effet est beaucoup plus significatif pour nos traitements biologiques, encore une fois. On poursuit avec la concentration foliaire en azote des feuilles qu'on a récoltées durant chacune des années à l'étude. On constate que la teneur en azote est soit restée stable ou elle a diminué. Un effet qui est plus significatif, c'est qu'en fait, la teneur en azote foliaire a diminué de 20 entre 2021 et 2022 pour les plants qui étaient sous les traitements de l'engrais mixte. On constate aussi que pour l'ensemble de nos fertilisants biologiques, les plants étaient en situation de carence versus notre témoin minéral qui, lui, n'était pas en situation de carence. Finalement, le pH dans les substrats de culture a varié. Donc, pour l'ensemble de nos fertilisants biologiques, le pH a augmenté, notamment avec un effet qui est plus marqué pour le traitement végétal. Le pH a approché 6,8 dans nos pots de ce traitement-là versus nos traitements minéraux. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui aurait pu causer le déclin de ces traits agronomiques? Dans la diapositive précédente, je vous montrais que le pH du sol a augmenté. C'est un premier élément négatif. On remarque ici un autre phénomène. Chaque jour, nous mesurions la conductivité électrique des pots. Donc, la conductivité électrique, on pourrait aussi dire que c'est la salinité qu'on a dans notre pot, qui est communément appelée le lixivium. On la mesurait à tous les jours, puis en 2021, 2022, 2023, elle se situe dans la moyenne, donc autour de 0,8, ce qui était OK pour la culture de bleuets. Cependant, lorsqu'on mesurait la conductivité électrique dans le substrat, on a remarqué que celle-ci a augmenté de manière très drastique. On pense qu'on a peut-être justement caractérisé des morceaux de fertilisants qui auraient resté pris dans le substrat de culture. Cette situation a pu augmenter les stress salins, ça a causé un faible développement racinaire, mais ça a aussi diminué l'activité microbienne dans nos plants. Parfois, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Lorsque je revenais dans la bleuetière pour fertiliser mes plants, je pouvais ramasser soit les granules ou les amas de fertilisants granulaires que j'appliquais. Les morceaux étaient presque intacts malgré mes efforts de brassage et d'incorporation. Je pense que le manque d'humidité en surface du pot, du fait qu'on irriguait avec des goutteurs, est probablement un phénomène qui a accentué cette problématique. On pense aussi que l'irrigation avec les goutteurs était peut-être moins uniforme, ce qui a pu créer, dans le fond, une irrigation qui était localisée dans certaines parties du pot et non sur l'ensemble du pot. On sait que la libération des nutriments, des fertilisants peut être affectée par la température du pot, mais aussi la teneur en eau du sol au moment de l'application. Comme le disait Christian, on peut des fois favoriser d'appliquer durant des périodes de pluie pour avoir un sol qui est plus humide. On pense donc que le manque d'humidité de notre sol aurait pu expliquer pourquoi les engrais se dégradaient moins bien. On pense aussi que la taille du pot a un effet négatif, laissant moins d'espace pour incorporer nos engrais granulaires année après année. Ainsi, afin d'améliorer les rendements, mais aussi la pérennité de la culture, nous avons décidé de modifier l'apport de la fertilisation et de se tourner vers une combinaison de 80 de la dose sous forme granulaire avec les mêmes engrais et 20 de la dose d'azote, cette fois-ci sous forme de fertigation. On a décidé d'utiliser l'engrais liquide Nature Source, le 10-4-3. C'est un engrais qui a un pH naturellement acide et qui est constitué d'extraits de graines fermentées de plantes oléagineuses. C'est aussi un engrais qui a une faible conductivité électrique. Donc, ça pourrait nous permettre d'éviter l'accumulation de sel dans le substrat de culture, ce que nous souhaitions faire. Donc, on a constaté que l'ajout de la fertigation a amélioré les rendements. Sur ce graphique, la ligne noire représente notre témoin minéral et les autres lignes représentent les fertilisations biologiques, animales, mixtes et végétales. Ainsi, au lieu de continuer à observer un déclin des rendements, nous observons une recrudescence des rendements entre 2022 et 2023, bien que l'effet semble moins significatif pour la fertilisation mixte. Situation similaire ici, je vous présente la concentration foliaire en azote selon les traitements. La ligne rouge représente la limite basse. En dessous de cette ligne, on est en situation de carence. Je me permets une petite parenthèse ici. Moi, j'ai utilisé la grille de référence pour les concentrations foliaires qui a été actualisée en 2021-2022. Donc, ça incorpore maintenant des nouveaux échantillons foliaires avec des parcelles biologiques et conventionnelles. Ça prend aussi en considération les nouveaux cultivars, donc Duke, Liberty et Patriot, dans des systèmes de production plus récents.
Donc, on constate que l'ajout de la fertigation permet d'améliorer la concentration foliaire pour tous les fertilisants biologiques et ceux-ci ne sont plus en situation de carence selon ma grille. Je vous la présente ici, vous pourriez y revenir. Donc, c'est la grille avec les nouveaux standards que j'ai utilisés pour l'ensemble des résultats que je vous présente aujourd'hui. Finalement, au niveau des rendements, je vous présente les rendements cumulés par cultivar et par fertilisant. En premier lieu, on constate qu'il y a eu un effet des cultivars. Donc, on a Reka et Liberty qui ont produit environ 5 kg par plant et ils ont mieux performé que Blue Crop qui, lui, produisait environ 3,6 kg par plant. Il était donc 35 % moins productif que nos deux autres cultivars. Au niveau des fertilisants, on constate que la fertilisation minérale occasionne 25 % de rendement sur nos 3 années à l'étude. Si on se concentre directement sur la fertilisation biologique, on constate ici que la fertilisation végétale a occasionné 15 % plus de rendement que la fertilisation mixte. Donc, à retenir pour ce premier projet, on constate qu'il faut préconiser une fertilisation biologique granulaire et liquide pour la culture en pot. C'est ça qui nous a permis d'augmenter nos rendements. On pense aussi que l'ajout d'un micro-asperceur pourrait permettre d'humidifier le dessus du pot afin d'accélérer le processus de minéralisation des engrais granulaires. Ici, l'engrais mixte a moins bien performé, alors que l'engrais végétal a présenté des bons résultats, mais a permis aussi d'augmenter le pH du sol, ce qui n'est pas vraiment positif, et a aussi augmenté drastiquement la conductivité électrique, donc un autre élément qui n'est pas positif. Aussi, le cultivar Blue Crop a été moins productif pour cette culture en pot dans notre système. Finalement, on avance qu'on pense que des pots plus gros, donc entre 50 et 60 litres, pourraient permettre un meilleur développement racinaire, mais aussi une meilleure incorporation des fertilisants. Bref, à la lumière de ce premier projet, on pense qu'il est quand même possible d'établir une stratégie appropriée de la gestion des fertilisants à long terme, soit en utilisant une fertilisation combinée, fertigation et granulaire. Cependant, on a encore des problématiques au niveau de la synchronisation de la minéralisation et aussi sur l'optimisation du milieu de culture. Donc, on va avoir un pH qui est raisonnable et une conductivité électrique qui est stable. On s'est donc dit qu'on pourrait ajouter des biostimulants afin d'améliorer la situation. Bon, qu'est-ce qu'un biostimulant? Un biostimulant, en fait, c'est tout ce qui peut être une substance ou des micro-organismes dont la fonction, lorsqu'ils ont appliqué sur une plante ou dans la rhizosphère, c'est la partie du sol qui est proche des racines de la plante, et que, justement, lorsqu'on les applique, ça peut stimuler des processus naturels afin d'améliorer l'absorption des nutriments. Ça peut aussi améliorer la tolérance au stress abiotique et aussi augmenter la qualité des fruits et les rendements. On sait que l'efficacité des fertilisants peut être augmentée en utilisant des biostimulants. Il y a d'ailleurs plusieurs groupes de biostimulants qu'on connaît, dont par exemple les biofongicides à base de champignons ou de bactéries, les stimulateurs de croissance à base d'extraits d'algues, de rhizobactéries, de champignons bénéfiques ou d'hydrolysat de protéines animales ou végétales, ou sinon les substances humiques. On pourrait se poser la question, quel biostimulant pourrait être intéressant pour le bleuet? En premier lieu, on se penche sur la silice. La silice, c'est un élément qui est répandu dans la croûte terrestre, mais cependant, il n'est pas toujours accessible pour la plante. Il existe différentes formes de silice qui peuvent être utilisées comme biostimulant en agriculture. Il faut savoir que la silice, généralement, permet de renforcer la capacité des plants à résister aux maladies. Il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont été réalisées auprès des plants de bleuets avec la silice et on constate que la silice peut augmenter les rendements et la qualité des fruits. Donc, nous proposer aussi des fruits qui sont plus fermes. Ça peut augmenter l'activité photosynthétique, réduire les déséquilibres nutritifs. Il faut aussi savoir que les bleuets sont des grands accumulateurs de silice, mais que l'accumulation peut varier selon les cultivars. Ici, à l'hiver 2022, j'ai réalisé une petite expérience avec 10 cultivars. On voulait évaluer quelle forme de silice était la mieux absorbée par les plants de bleuets. On a donc essayé le silicate de potassium sous forme liquide et la wollastonite sous forme granulaire. On constate que le silicate de potassium a mieux performé, il a été mieux absorbé par les plants. Il a d'ailleurs permis un gain de hauteur et une augmentation de la qualité des fruits. On a aussi observé des variations au niveau de l'absorption. Donc, certains cultivars absorbent beaucoup de silice versus d'autres cultivars qui en absorbent moins. Un autre biostimulant qui peut être intéressant pour la culture du bleuet et qui commence à faire ses preuves sont les PGPR. Donc, en anglais, on les appelle les Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Et en français, on dit rhizobactéries qui favorisent la croissance des plantes. Donc, les rhizobactéries, c'est tout simplement des bactéries qui colonisent la rhizosphère, la zone du sol qui est proche des racines, et qui, par la production de divers composés, peuvent avoir divers modes d'action sur la plante. On parle donc de modes d'action de biostimulants, bioprotection et de fertilisation. C'est ça qui nous intéresse particulièrement. En effet, il y a certains groupes de bactéries qui peuvent aider à la fixation de l'azote atmosphérique
et qui peuvent aussi aider à la solubilisation du phosphore et du potassium, autrement dit, de rendre le potassium et le phosphore plus accessibles pour la plante. De ce fait, une étude réalisée par Yu et collaborateurs en Chine ont mis à l'essai un consortium. Donc ici, c'est un mélange de bacillus, donc c'est une espèce de bactéries, qui ont eu des effets positifs sur la promotion de la croissance des plantes. On a constaté que lorsqu'on appliquait ce mélange-là dans les plants de bleuets, on pouvait observer une augmentation de 15 des rendements lorsqu'on le comparait avec notre témoin qui est indiqué ici par la lettre C. Finalement, je vous présente un bref survol de ce qui est présent au niveau commercial dans le bleuet pour les biostimulants. Donc, vous allez voir, il y a encore des petites zones grises. Au niveau du premier produit, on parle de Utrisha, qui est quand même certifié Écossaire. Donc, c'est un biofertilisant à base d'une souche microbienne qui fixe l'azote. Cependant, les résultats pour ce produit ont été uniquement publiés pour la culture de fraises. Donc, c'est difficile de savoir les doses, les applications, la méthodologie qu'on devrait faire pour la culture de bleuet. On poursuit ensuite avec Fertiactile, qui est un produit à base d'urée, d'acide humique, d'acide fulvique et d'algues. On a constaté que ça améliorait le contenu en chlorophylle des feuilles, mais qu'il n'y avait aucun effet sur le rendement. C'est dans une étude qui a été publiée par Drocco et collaborateurs. Par la suite, un autre produit est celui de TerraGrow. Donc, c'est un inoculant microbien. Donc, c'est un mélange de bactéries. On retrouve des bacillus, des trichoderma et aussi les acides humiques. C'est un produit qui a été testé pour le bleuet en Corail. Ici, on parle du Southern Eyebush, donc le bleuet qu'on retrouve dans les régions de la Géorgie et de la Floride. C'est un produit qui n'a eu aucun effet sur les rendements et qui n'est pas non plus homologué au Canada. Et pourtant, il est commercialisé comme étant favorable pour les produits de bleuet, pour les bleuets. On finit avec Stimplex, qui est en fait des algues noires. C'est des algues qui sont de la compagnie Algue canadienne. On a constaté dans l'étude de Brilla et Vargas en 2021 que c'est bénéfique pour l'établissement des bleuets en corail. Donc, c'est un produit qui est très utile pour les jeunes bleuetières, les jeunes plants. Ça permet d'ailleurs d'augmenter de 26 les rendements lorsqu'on l'applique directement par-dessus le paillis. Donc, vous pouvez constater qu'il y a déjà des efforts qui sont mis pour développer des biostimulants pour les bleuets, mais qu'il reste encore des zones à explorer. C'est donc dans cette optique qu'à l'été 2023, nous souhaitions évaluer l'impact de la silice et des rhizobactéries sur la culture biologique de bleuets en corail en pot. Donc ici, on se retrouve en serre. On ne veut pas commencer à développer la culture de bleuets en serre. C'était plutôt parce que c'était pratico-pratique de réaliser l'essai à proximité de l'Université Laval pour pouvoir suivre adéquatement nos plans. On se retrouve encore une fois avec des pots de 25 litres avec un substrat à base de tourbe. Et au niveau des cultivars, on avait les cultivars suivants: Aurora, Blue Gold, Blue Jay, Blue Ray, Clockwork, Duke, Early Blue, Lascar, Liberty et Spartan, qui étaient âgés de 3 ans au moment du début de l'expérience. Comme biostimulant, on retrouve le silicate de potassium. Donc, on l'avait testé, c'est lui qui avait fait ses preuves, qu'on administrait via le système d'irrigation, donc par fertigation. Pour les PGPR, mes rhizobactéries, durant la plantation, je vais les appeler souvent PGPR, mais sachez que c'est des rhizobactéries. On a choisi Bacillus pumilus, Bacillus veligensis et Pseudomonas syntaxa. Je vais vous montrer pourquoi on les a choisis et on les appliquait une fois par mois, directement au-dessus du pot. C'est des bactéries qui avaient été isolées de la rhizosphère d'un champ de fraises au Nouveau-Brunswick. Comme fertilisant, on a utilisé le Nature Source en fertigation et l'actisol. On les appliquait en alternance. Vous pouvez voir ici qu'on se rapproche d'une dose de 17,4 grammes par plant. Notre cible, en fait, c'était de 14 grammes par plant selon le guide de production de la Colombie-Britannique, qu'on est venu bonifier de 30 puisqu'on était dans un système biologique avec un engrais qui se libère un peu plus lentement. Comme traitement à l'étude, on avait donc nos bactéries, PGPR, nos PGPR avec la silice et un témoin sans PGPR et sans silice. Pour les bactéries choisies, très rapidement, je ne veux pas vous faire une leçon de microbiologie, mais on avait choisi 2 bacillus et un pseudomonas. C'est des bactéries qui avaient été testées, en fait, qui sont adaptées à des pH acides, donc on savait qu'elles allaient bien se composer avec notre production de bleuets. C'est aussi des bactéries qui ont une forte résistance aux stress environnementaux, qui peuvent améliorer les rendements en réduisant les stress liés aux maladies, qui peuvent aussi protéger le système racinaire. On a une de nos bactéries qui a aussi la capacité de fixer l'azote atmosphérique et qui peut aussi produire la transformer en fait en azote ammoniacal. Donc, ça peut être quand même un effet positif sur la culture de bleuets. Donc, au niveau des résultats, je vous présente le pH et la conductivité électrique en premier lieu. On constate que le pH était légèrement plus faible sous notre traitement PGPR-SI. Donc, on se rapproche d'un pH qui était plus proche de 5.
Au niveau de la conductivité électrique, elle était plus élevée pour nos traitements avec PGPR et silice lorsque comparé à notre témoin. Par la suite, pour le potassium et le phosphore, deux éléments relativement importants, on constate que lorsqu'on a ajouté notre traitement PGPR et silice, celui-ci a augmenté la concentration en potassium du sol. Bien entendu, on applique du silicate de potassium, donc c'est un effet qui était attendu et qui ne nous a pas vraiment surpris. Par contre, au niveau du phosphore, on a pu observer que la quantité de phosphore qu'on a pu analyser dans le sol était supérieure sous notre traitement avec PGPR, donc avec nos rhizobactéries, laissant présager que peut-être que les rhizobactéries ont aidé à la solubilisation du phosphore, lorsqu'on le compare avec notre témoin qui avait une concentration plus faible. Ici, ils ne sont pas présentés, mais il n'y avait pas de différence significative pour la teneur en nitrate et en ammonium dans notre sol selon le traitement ou les cultivars. Au niveau de l'activité enzymatique microbienne, donc ici, on vient mesurer l'activité enzymatique que les bactéries peuvent avoir dans notre substrat. On a constaté qu'en juillet, on avait une activité microbienne qui était inférieure pour nos deux traitements avec rhizobactéries lorsque comparé aux témoins. Est-ce que ça veut dire que nos rhizobactéries sont entrées en compétition avec d'autres bactéries et qui ont un peu dérangé le pôle microbien? C'est possible. Ou bien est-ce que ça veut dire que nos bactéries ont eu de la difficulté à s'établir, considérant qu'on est en hors-sol, la température dans les pots peut devenir plus chaude et ça peut être défavorable à l'établissement des bactéries. En août, par contre, on n'avait pas de différence significative entre les traitements. Finalement, au niveau des analyses foliaires, on présente ici la concentration en éléments nutritifs. Je me concentre sur l'azote et le potassium. On a pu remarquer que les cultivars n'absorbaient pas les éléments nutritifs de la même manière, et ça pour une même dose de fertilisant. Ainsi, on peut observer que pour Blue Gold et Blue Jay, on se retrouve en situation adéquate d'azote, lorsque comparé à Liberty et Blue Ray, qui ces deux cultivars-ci sont en situation de carence. Donc, dans un même système, une même production, une même dose, les cultivars ne réagissent pas de la même manière. Pour les rendements, les biostimulants n'ont pas eu d'effet sur les rendements. Donc, on a observé une année d'essai simplement et on a constaté que les rendements avaient varié seulement selon les cultivars. Donc, Blue Gold a produit environ 1000 g par plant versus Early Blue qui a produit 200 g par plant. Donc, on a vraiment des différences majeures au niveau des rendements. Pour ce qui est de la qualité des fruits, donc dans chacun de mes essais, on veut aller analyser la qualité des fruits, donc la teneur en antioxydants. On constate que la teneur en polyphénol, qui est un antioxydant, varie majoritairement sous l'effet des cultivars. Donc, on a des cultivars qui ont beaucoup plus de polyphénol que d'autres. C'est notamment le cas pour Blue Gold lorsque comparé, par exemple, à Duke. Donc, à retenir pour cet essai, l'effet des cultivars est plus important que l'effet des biostimulants. On constate aussi que certains cultivars absorbent mieux les nutriments que d'autres. C'est quand même une information intéressante. Dans une optique visant à sélectionner des cultivars qui sont performants en régie biologique, nous pourrions nous tourner vers des cultivars qui absorbent mieux les nutriments que de choisir des cultivars qui les absorbent moins bien. Ça pourrait aussi nous permettre de choisir des doses qui sont plus appropriées. On constate aussi que nos deux traitements biostimulants ont eu des effets intéressants sur le substrat. Donc, on n'a pas vraiment eu des effets sur les rendements, mais quand même, au niveau du substrat, l'ajout de PGPR et de silice a occasionné un pH plus faible, une concentration électrique plus élevée et aussi une concentration plus élevée en potassium. L'ajout uniquement des PGPR a pu bonifier de 25 la concentration en phosphore du sol lorsque comparé à notre témoin. Finalement, on avance que Blue Gold est le cultivar qui a le mieux performé en pot. C'est lui qui a occasionné des meilleurs rendements et une meilleure qualité des fruits. Donc, pour se coller à une autre réalité, nous avons décidé d'essayer nos stratégies de fertilisation pour une bleuetière en plein champ. À l'été 2024-2025, donc on continue l'essai l'année prochaine, on souhaite améliorer la gestion de la fertilisation biologique en intégrant un mélange de rhizobactéries pour la culture de bleuets en corymbe en plein sol. On se retrouve donc ici dans un système de production en plein champ avec paillis. Comme cultivar, on avait Patriot, Duke, Blue Ray qui était âgé environ de 4 à 6 ans. Et on avait un système d'irrigation qui était intégré à la bleuetière. Vous pouvez voir ici le paillis et aussi le système d'irrigation qui passe à proximité des plants. Au niveau de la composition des fertilisants, on avait deux grandes catégories, donc on comparait biologique et minéral. Au niveau de la fertilisation biologique, on retrouvait lactisol, la farine de plume et la farine de sang. Pour la farine de plume et la farine de sang, on a fait 2 apports, alors que pour lactisol, on a fait 3 apports durant la saison, donc on voulait éviter d'apporter la farine de plume et la farine de sang dépasser le mois de juillet. On a aussi ajouté de la fertigation.
On a ajouté ici le Nature Source 3.1.1. Donc, comparativement aux autres études qu'on utilisait le Nature Source 10.4.3, celui-ci possède la certification OMRI, donc pour les productions biologiques. Et il y a aussi un pH qui est naturellement acide, donc aux alentours de 3. En parallèle, on avait la fertilisation minérale, qui est un mélange qui avait été développé. En fait, c'est la fertilisation qui a été établie par le producteur et son agronome. Donc, c'est un mélange de 12.3, 0, 12.3. Et on avait en fertilisation un mélange de 21,7,7, qui est un engrais acidifiant. On a aussi testé l'ajout des rhizobactéries. Donc, on avait 2 traitements avec rhizobactéries, les mêmes rhizobactéries de mon étude précédente, sauf que cette fois-ci, on est venu augmenter la dose. Donc, on se retrouvait à 100 ml par plant avec une concentration en bactéries qui était augmentée. On était à une dose d'azote qui était environ de 26 grammes par plant. Donc, en premier lieu, pour l'analyse chimique et physique du sol, on constate que les engrais minéraux ont diminué drastiquement le pH. Donc, ici, vous pouvez voir le pH selon les mois. Je présente le pH physiologique. Donc, c'est le pH qui est récolté le plus proche possible des racines. Rassurez-vous, là, je sais que vous voyez des pH entre 2, 3, 4 et 5. C'est un peu alarmant. Le pH dans le champ, donc, était autour de 4,5, ce qui est plus dans la norme. On sait que, par contre, qu'on a appliqué du soufre et un engrais acidifiant, donc ça a quand même été des éléments négatifs qui ont descendu le pH. On va les corriger durant les prochaines saisons. Par contre, on peut voir les phénomènes que les engrais minéraux ont diminué drastiquement le pH. Vous pouvez le voir ici avec les 2 bandes dans le bas du graphique qui représentent nos engrais minéraux, alors que les 2 bandes dans le haut du graphique représentent nos engrais biologiques. On peut aussi avancer que le pH est plus stable pour le fertilisant rhizobactéries avec fertilisation biologique, donc le pH est moins varié sur l'ensemble de la saison. C'est quand même favorable dans l'optique qu'on souhaite avoir un sol qui a un pH stable sur l'ensemble de la saison. On veut éviter que notre bleuet soit dans des grandes variations de pH. Finalement, en fin de saison, en août, le pH de notre traitement bio avec PGPR est lui qui avait le mieux performé. Donc, c'est lui qui avait un pH qui était un peu plus élevé par rapport aux 3 autres. Au niveau de l'activité enzymatique microbienne, donc même analyse que j'ai réalisée cette année aussi, on constate que l'activité enzymatique microbienne est 111 fois plus élevée sous le traitement bio avec PGPR comparativement aux 2 traitements minéraux. C'est ça que vous pouvez voir ici. Donc, on a notre témoin bio, témoin minéral. On a notre traitement biologique avec PGPR, donc les rhizobactéries, et notre traitement minéral avec PGPR. Donc, on a vraiment une hausse de la teneur en activité enzymatique sous ce traitement. On observe aussi que la fertilisation minérale a diminué l'activité microbienne et aussi les effets bénéfiques des rhizobactéries. Donc, c'est ce traitement qui présente la plus faible activité microbienne. Par la suite, au niveau de la concentration en nitrate pour la saison, donc on se déplace dans le sol, on est venu mesurer la quantité de nitrate qu'on avait dans notre sol pour les mois de mai, juin, juillet à août. Donc, on a récolté les échantillons de sol pour chacune de ces périodes. On constate que celle-ci est plus élevée sur les engrais minéraux comparativement aux engrais biologiques. L'effet est d'ailleurs vraiment marqué pour le mois de juin. C'est quand même défavorable. En fait, on ne veut pas avoir une concentration aussi élevée en nitrate dans notre sol parce que ça peut quand même représenter des risques plus élevés de lessivage. Ensuite, avec l'ammonium, avec les rhizobactéries, la concentration en ammonium est plus élevée comparativement aux témoins biologiques. Donc, ici, en juin, si on se concentre sur l'endroit que j'ai mis une flèche rouge, on peut voir que pour nos traitements biologiques, lorsque nous regardons le traitement avec rhizobactéries, qu'on voit en haut du graphique, qui est représenté par la ligne pointillée et les carrés, la teneur en ammonium est 2,5 fois plus élevée que le témoin biologique, qui ne possède pas les rhizobactéries. Donc, on suspecte que peut-être que les rhizobactéries ont aidé à la solubilisation et à la disponibilité de l'ammonium qu'on retrouvait dans notre sol. Ici, je vous présente un bref aperçu de l'analyse foliaire qu'on a réalisée durant la saison. Donc, on n'avait aucune carence pour l'azote, le potassium, le calcium et les autres éléments que vous voyez à l'écran. Par contre, on avait un excès au niveau du potassium. Donc, la teneur était plus élevée, notamment pour le traitement témoin minéral lorsqu'on regarde les autres traitements. Ça, c'est quand même un élément qu'on va continuer de surveiller pour la prochaine saison. On avait aussi des carences sur les traitements et une interaction avec nos cultivars et nos traitements. Donc, on avait des carences à l'ensemble de la bleuetière. C'est quand même curieux, puisqu'on était dans un pH acide, on devrait avoir une meilleure accessibilité au fer. On pense peut-être en fait qu'on était dans une situation d'interaction, puisque les sols à la ferme sont quand même avec une teneur en phosphore plus élevée. Ça pourrait avoir eu un effet sur l'assimilation du fer par les plants de bleuets. Finalement, je vous présente aussi une autre observation. On constate encore ici une fois une différence au niveau de l'absorption. Donc, on a des cultivars qui ont absorbé beaucoup plus d'azote
que d'autres. C'est notamment le cas pour Patriot, qui a absorbé plus d'azote que Blu-ray et Duke au sein de la bleuetière. Pour les rendements, je vous présente les rendements en grammes par plant et la proportion de fruits déclassés pour la saison 2024. On constate qu'il n'y a pas de différence significative pour les rendements. Donc, sous l'ensemble des traitements, on n'a pas eu de différence. Les plants ont produit de manière similaire. Par contre, au niveau des fruits déclassés, donc on est venu déclasser les fruits qui avaient soit des désordres physiologiques ou des maladies, on a eu moins de fruits déclassés pour les traitements biologiques. À retenir, pour cette partie, les rhizobactéries ont des effets plus significatifs lorsqu'elles sont jumelées avec la fertilisation biologique qu'avec la fertilisation minérale. On peut observer notamment une augmentation de l'activité enzymatique microbienne. Aussi, on a observé une augmentation de la concentration en ammonium du sol. Donc, lorsqu'on comparait notre témoin avec notre fertilisation avec rhizobactéries, on avait beaucoup plus d'ammonium dans ce deuxième traitement. On a aussi observé une augmentation de la teneur en anthocyanine des fruits, que je vous ai pas présenté, mais on l'a observé. On observe aussi un maintien d'un pH plus stable sur l'ensemble de la saison. Et aussi, en fin de saison, notre pH était moins acide pour nos traitements biologiques lorsque comparé à notre fertilisation minérale. On a aussi pu observer une tendance à réduire la proportion de fruits déclassés. En termes des conclusions pour la partie au champ, j'aimais quand même une petite notice, en fait, d'être prudent. La régie de la saison 2023, donc avant qu'on commence le projet, a un fort impact sur les rendements de la saison 2024. Donc, l'évaluation des traitements de la saison 2025 va pouvoir nous permettre de bonifier nos conclusions préliminaires. Cependant, étant donné que la teneur de certains éléments nutritifs du sol sont augmentés par les rhizobactéries lorsqu'on les combine à la fertilisation bio, une calibration plus précise en 2025 des doses pourrait nous permettre de réduire les doses initiales de fertilisants, de limiter les impacts sur le pH et la CE. On pourrait aussi s'assurer de maintenir un milieu de culture qui est optimal pour les plants de bleuets et ultimement réduire les coûts qui sont liés à l'application des fertilisants. Comme perspective, en premier lieu, j'avance qu'on a certains cultivars qui semblent mieux adaptés à la production biologique que d'autres. En effet, on a des cultivars qui ont une bonne capacité d'absorption, qui pourraient être adaptés pour les régies biologiques, qui sont parfois limitées par les vitesses de minéralisation des engrais qui sont plus lents. Donc, si on choisit des cultivars qui ont une meilleure absorption, comme Blue Gold et Patriot versus Blue Crop, on pourrait mettre plus de chances de notre côté pour avoir des rendements qui sont positifs. Par la suite, on a constaté que la combinaison d'une fertilisation granulaire et une fertigation en régie biologique permettait d'améliorer les rendements et aussi assurer une meilleure absorption de l'azote en comparaison avec la fertilisation granulaire seule. On avait aussi moins de problématiques au niveau du pH et de la CE. Finalement, l'activité enzymatique microbienne des rhizobactéries semble être améliorée lorsqu'on est en situation de fertilisation biologique et aussi on a eu des meilleurs effets en plein champ que durant la culture en pot. On continue nos efforts. Donc, en cours, on a plusieurs autres petits projets qui continuent. Donc, on continue d'étudier la dynamique de nos rhizobactéries dans les sols qui ont été inoculés. Donc, on travaille avec des rhizobactéries qui sont non commercialisées encore. On veut voir justement comment que nos bactéries interagissent avec les plantes de bleuets et aussi avec le sol. Donc, on a développé des marqueurs moléculaires, ce qui est un peu des codes barres qui nous permettent de suivre nos bactéries durant la saison et de voir un peu la dynamique de celles-ci. On effectue aussi l'analyse de la composition microbienne des sols à la suite de l'application des rhizobactéries. Donc, on veut voir est-ce que nos bactéries modifient ou améliorent l'abondance de différents micro-organismes. Donc, est-ce qu'ils recrutent des nouveaux groupes de bactéries qui ont des effets positifs sur la croissance des plantes? Est-ce qu'ils recrutent des champignons? Est-ce qu'ils ont un effet sur des pathogènes? Donc, on veut voir un peu comment ils interagissent avec les différents groupes qu'on retrouve dans notre sol et s'ils améliorent un peu la niche dans laquelle notre bleuet évolue. Finalement, à l'été 2024, on a aussi réalisé un essai à la ferme de l'Université Laval. Cette fois-ci, c'est avec 10 cultivars. On a mis à l'essai des différentes doses d'azote, minérales et biologiques pour la culture des bleuets en Corrèmes. Et on a aussi ajouté nos rhizobactéries pour voir justement comment se prêtait la situation dans une bleuetière qui est beaucoup plus jeune et qui est moins établie que la bleuetière qu'on avait à la ferme Bédard-Blouin pour l'été 2024. Comme perspective, faut garder en tête qu'il faut avoir 2 saisons minimum pour avoir une idée globale des effets. Donc, on continue les efforts à la saison 2025. Je me permets aussi de mentionner que dans les bleuets et surtout en champ, la variabilité est très grande, donc notamment au niveau des cultivars, des systèmes de production, l'âge des plants et les conditions météorologiques. Ça peut venir affecter les résultats qu'on va observer. On souhaite vraiment fortement que les efforts qui sont mis par mes collègues, les différents partenaires et aussi moi-même nous permettront de contribuer à l'avancement des connaissances en lien avec la culture des bleuets en Corrèmes au Québec. Donc, je souhaite remercier les divers partenaires qui ont collaboré au projet depuis 2020, donc depuis que je suis dans l'univers des bleuets.
Et finalement, je vous invite à rester à l'affût, en fait, des publications qui sortent au niveau du laboratoire de Martine Doré. Donc, vous avez le site ici à l'écran et vous pouvez vous rendre directement sur ma page pour voir les diverses publications et les résumés de l'ensemble des résultats que j'ai présentés aujourd'hui. C'est tout. Merci beaucoup, Eve-Marie. C'était super intéressant. Puis en effet, là, déjà, la fertilisation bio, c'est super complexe. Puis de rajouter une culture pérenne avec plusieurs cultivars, c'est vraiment pas évident sur plusieurs saisons. Là. En tout cas, bravo de t'être lancé là-dedans. C'est assez complexe. Puis on a vraiment hâte de voir aussi là, les résultats des prochaines années, là, ce qui va sortir. Donc, c'est sûr qu'on va rester au courant de tout ça. On va prendre le Merci. temps là, de prendre les questions. En fait, je rappelle, il y a deux façons, là, soit par le clavardage, donc la bulle de conversation en haut, ou vous pouvez aussi lever la main, puis je vais autoriser votre micro, vous allez pouvoir poser la question. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, ben, Christian, je ne sais pas si tu veux prendre les questions dans le clavardage en attendant que les gens se Oui, déjeunent. mais il y a 5 questions dans le clavardage. Je vais te les poser, Eve-Marie. Il y en a entre Oui. autres 3 de Patrice Bouffard. La première question de Patrice, c'est pour les. Là, on revient au début de ta présentation. Là, pour les différents fertilisants bio, est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir des courbes de minéralisation similaires lorsque le pH est plus bas que 5? Mais en fait, merci vraiment pour ta question. Je t'invite à aller voir la publication de Pierre-Paul Dion parce que dans ses études, il a aussi présenté dans les mesures de pH. Donc, tu pourrais aller voir directement avec les courbes de minéralisation selon le pH, à quoi ressemble le pourcentage d'azote qui est disponible par fertilisant. Puisque ce n'est pas mon projet à moi spécifiquement, mais je pourrais m'assurer que le lien suive. Ça marche. La deuxième question de Patrice, est-ce que la silice augmente le pH du sol? La silice peut augmenter le pH du sol. On travaille avec des produits qui sont commerciaux. Dans nos situations, à nous, ça n'a pas eu d'effet sur le pH. En fait, on avait plus des silices qui étaient acidifiantes, avec notamment le produit de silicate de potassium qu'on a utilisé. Donc, ça dépend vraiment de la formulation et du produit qu'on utilise. La plupart du temps, les différentes compagnies vont mettre le pH du produit. OK. Dans le cas à nous, là, si je peux me permettre, nous, on est venu acidifier notre système d'irrigation pour avoir un eau qui était plus acide. OK. Une autre question de Patrice. Avez-vous regardé l'impact de vos traitements sur l'ahoutement et la formation des bourgeons fruitiers à l'automne? Les pousses Oui, en tardives des fait, bourgeons on fruitiers. l'a observé en 2024, l'année passée, et on est retourné à la bleuetière en octobre pour venir regarder en premier lieu la formation des bourgeons. Et on va commencer en avril le décompte sur les plants pour voir justement s'il y a eu un effet sur l'ahoutement et la formation des bourgeons fruitiers. Donc, puisque ça me prend comme 2 ans de données pour avoir un effet significatif puis de pouvoir bien vous le présenter, j'ai omis de le présenter aujourd'hui. OK, c'est logique. Une quatrième question, ça vient de Philippe-Antoine Taillon. Est-ce que ce volume de substrat par pot permettait de respecter la norme biologique canadienne? Ça serait une bonne question qu'on pourrait demander à Martine Doré, qui est vraiment spécifique dans ce domaine-là. En fait, je sais qu'il y a un volume de substrat par pot qui permet de respecter la norme canadienne. Puis je sais que Martine me dit que si jamais on passait à des systèmes de 50 à 60 litres, on n'allait plus respecter la norme biologique canadienne. Je ne peux pas m'avancer davantage sur la question, mais je pense que dans le système à nous, on ne respectait pas la norme biologique canadienne. OK, merci. Il y a une cinquième question, c'est de moi celle-là. Tu as parlé des engrais fertigation bio Nature Source, entre autres du 3-1-1. Je me demandais s'il y avait des matières en suspension là-dedans, s'il y avait un risque avec un usage prolongé de boucher les goutteurs ou d'endommager le système d'irrigation quand on utilise ça pour la fertigation. Qu'est-ce que tu en Oui, en penses? effet, très bon point à souligner. Nous, dans nos systèmes, on l'utilise en alternance, fait qu'on ne peut pas appliquer semaine après semaine le Nature Source. Ça crée justement des problématiques de colmatage, fait qu'on doit faire des flushs qu'on appelle, là, des flushing, qu'on vient littéralement juste passer de l'eau dans le système. La manière dont on le fait, c'est qu'on va appliquer nos engrais granulaires, puis 3 semaines après, on pourrait appliquer, par exemple, le Nature Source. C'est ça qu'on a fait dans notre système en serre. Donc, on appliquait 1 semaine le Nature Source, 3 semaines Lactisol, puis après ça, on jonglait avec ça. OK. Donc, ces producteurs-là qui voudraient utiliser, mettons un producteur qui écoute, qui voudrait utiliser du Nature Source comme fertigation, mais juste ça, il faut faire attention de ne pas abîmer le système d'irrigation.
Exactement. Il ne faut pas à tous les jours vouloir appliquer une petite dose de Nature Source. On considère de faire un mélange. Nous, nos mélanges tournent autour de 300 ppm, puis on l'applique durant une journée, puis après ça, on n'est plus dans un système qui est simplement de l'eau. Puis après ça, on considère qu'il faut faire environ 2 à 3 apports de Nature Source par saison. Il y a d'autres producteurs qui vont faire des plus petits apports, par contre, à chaque semaine. Ça dépend. OK, ben merci. Là, moi, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Mais moi, j'ai une Donc, moi, c'est question, complet. en fait, pour Eve-Marie. En fait, je sais que c'est encore expérimental, il y a des bactéries qui ne sont pas commercialisées encore, mais est-ce que tu as une idée, ça peut représenter quoi comme coût, l'ajout de silice puis l'ajout des bactéries à peu près par plant ou par hectare, juste pour avoir une idée un petit peu si c'est disponible? Oui, la silice qu'on a utilisée, le silicate de potassium, c'est quand même un produit qui est plus dispendieux, donc il faut l'utiliser dans une situation qu'on veut vraiment avoir un effet qui est positif sur la culture. Par exemple, si on a des problématiques au niveau de l'apport en potassium, on pourrait l'utiliser. Si on a des problématiques au niveau des fruits ou beaucoup de pathogènes au niveau des feuilles, là, la silice peut augmenter la cuticule des feuilles, donc ça peut être un effet positif. Donc, il faut vraiment avoir un seuil à atteindre pour dire on va mettre l'argent là-dedans. Au niveau des biostimulants, ben là, c'est vraiment une gamme de prix qui varie dépendamment de ce qu'on retrouve dans le produit. Si on est simplement avec des rhizobactéries, si on a des rhizobactéries, des algues et des acides humiques, le prix en tant que tel, moi, je ne l'ai pas pour mes produits parce qu'on n'est pas encore dans la formulation spécifique. Ça reste quand même des produits qui sont plus chers, mais je sais qu'au niveau de Simplex que j'ai présenté, au niveau des algues, c'est un produit qui peut représenter peut-être 250 $ à l'hectare pour la saison. Fait que c'est pas. Ça représente quand même un investissement, mais c'est pas non plus excessivement dispendieux. Puis après ça, ben, l'effet positif, c'est que les rhizobactéries, s'ils sont bien adaptés, ils peuvent rester longtemps. Il y a un effet de rémanence qui peut se créer. Ça peut affecter la communauté microbienne de votre sol. Donc, l'effet peut être sur plusieurs saisons s'ils sont bien appliqués puis qu'ils ont bien colonisé la rhizosphère. Donc, c'est peut-être pas des produits qui visent à être appliqués année après année ou c'est des produits qu'on pourrait utiliser en pépinière ou en début d'établissement de bleuetière, puis l'effet pourrait être positif sur plusieurs années. Super. En tout cas, on va suivre les résultats des prochaines années avec attention. Donc, n'hésite pas à nous partager tes résultats. Puis, merci beaucoup de ta présentation. Donc, Merci. c'est fin notre deuxième journée des webinaires Blanc Corail. J'espère que vous avez apprécié. On a dépassé un petit peu notre temps, là, mais je pense que c'était super enrichissant comme échange. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé en tout grand nombre. Donc, au nom du comité organisateur, donc moi et Christian, on vous remercie beaucoup puis on vous souhaite une très belle journée. Merci.